Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comment vous portez-vous? Je pose la question pour vous motiver à me dire si tout va bien chez vous. Et j'en profite pour regarder sur le chat qui est déjà là, parce que je vois qu'il y a du monde, hein. Il se passe des trucs. Donc je dis bonjour à Clems qui est là. Salut Clems. On a Paisible évidemment qui est là, il y a Allo. On a Souris M French qui est là décidément, c'est les piliers, hein. Il y a des gars. On a Titox23 qui est là aussi. Artalis est là, qui nous dit bonjour tout le monde. On a HMKili qui est là aussi, qui dit salut. On a Shadow qui est là, qui s'abonne, carrément lui, il fait rien comme tout le monde. Il faut qu'il se distingue. On a Valraen qui est là aussi. 1 sur 10, Hello 1 sur 10. Zamalgo, voilà un nom que je vois moins souvent. On a Static Shock que je vois de temps en temps. Kyoshi746 qui nous dit hello. Ogrinjo qui dit salut, on vient de se réveiller, comme moi. Donc c'est une question, pas vraiment, mais je me suis réveillé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Je ne suis pas réveillé il y a 5 heures. Voilà. On a Team Xavage qui est là, qui nous dit salut. Aranomas est là aussi. Salut aux compagnons de chat, nous dit-il. Voilà. Et Acromimi aussi, je vois. Yo, bon dimanche à tous. Voilà, donc il y a du monde. Je vais faire attention à ce que je raconte du coup. Bah oui, parce que quand vous n'êtes pas nombreux, je peux raconter n'importe quoi. Plus vous êtes nombreux, et plus je deviens, vous savez, comme Walt Disney. Je commence à censurer des trucs. Je mets de l'inclusivité. Ouais, c'est ça. Quand on a du succès, il faut mentir, c'est comme ça. Sinon on le perd, voilà. Mais quand on n'a pas de succès, on peut être honnête, on peut être sincère, on peut dire n'importe quoi. Shadow nous dit je suis nul en ironie, mais c'était pas un compliment. Bon bah oui. Mais non, mais l'ironie, c'est... Il y a l'ironie dramatique aussi, en fiction. Il n'y a pas que l'ironie qui se veut drôle aussi. L'ironie dramatique, c'est le fait de savoir un élément que les protagonistes ignorent. Et c'est bien, quand c'est bien géré, c'est intéressant. Par exemple, je sais pas, on sait qu'un type a une maladie sexuellement transmissible, et il séduit une fille qui est pas au courant, et ils couchent ensemble, voilà. Donc nous on est horrifiés, mais la fille elle sait pas, donc voilà, ça s'appelle l'ironie dramatique. Ouais, donc c'est pas drôle, et ça marche en fiction, parce que là on est tenu, vous voyez. On se demande mais qu'est-ce qui va se passer, que va-t-il se produire? Ouais, je vois qu'il y a Artalis qui est en train de briller aux abonnements, mais là il y en a tellement que je suis obligé de le dire, mais logiquement je suis pas censé parce que je dois le dire à la fin, mais la vache, il vient de remplir tout l'écran du chat à lui seul. Artalis. Donc voilà, je pense que le staff de fin sera principalement dédié à Artalis. Je pense. Voilà, il aura droit à plusieurs apparitions. Voilà. Que disais-je? Ah oui, je vous disais donc, je vous parlais de l'ironie dramatique, voilà, qui est très intéressante. Le fait de savoir quelque chose. Il y a des manipulations comme ça, enfin, moi j'appelle ça manipulation, mais c'est le principe, hein. Dans la fiction, il y a des systèmes qui font que le spectateur se sent pris à partie. Vous voyez, c'est un peu comme les élections présidentielles. C'est que les gens se sentent investis alors que pendant toute l'année, ils s'en fichent complètement. Le jour des élections présidentielles, ils se disent voilà, moi j'ai une conscience politique. C'est juste pour 1 heure, le temps de faire l'aller-retour et de voter. Mais c'est ça le principe. Voilà. Les politiciens l'ont bien compris, c'est de donner du grain à moudre, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on se sente investi. Et ce qui fonctionne avec le catch américain fonctionne aussi dans ce que j'appelle la politique spectacle, c'est-à-dire la politique actuelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un méchant et un gentil. Voilà, donc ils se partagent les tâches entre eux. Et donc il y a du coup les gens sont ah non il faut pas que lui il passe, ah non il faut pas que ce soit lui. Alors qu'on est d'accord à l'échelle mondiale, hein, de l'économie, que ce soit je sais pas moi une imbécile ou que ce soit un crétin qui passe, ça ne changera rien. On est d'accord, hein. Ça ne changera rien. Il y a des gens qui commencent à dire ah, c'est bizarre la politique actuelle, elle fait beaucoup penser quand même à la politique d'extrême droite. Oui, parce que ça ne change rien, de toute façon, ils sont interchangeables, hein. Ça, je vous le rappelle, c'est du catch américain, hein. On vous dit regardez, lui c'est le gentil, lui c'est le méchant. Voilà, comme ça, on sait que vous allez voter pour le gentil, donc voilà. Du coup, il n'y aura pas de surprise, et du coup, bah, il n'y a plus de démocratie, puisque vous votez pour ce que les médias vous incitent à choisir. Voilà, et donc, ça marche. Dans la fiction, par exemple, il y a un principe qui est très répandu en fiction. C'est il se passe quelque chose de grave, vous voyez, à l'échelle planétaire, un peu comme le réchauffement planétaire.
il se passe quelque chose. On pourrait le faire, hein, on pourrait l'appliquer sur le réchauffement planétaire. Donc il se passe un truc grave, mettons qu'il y a donc le réchauffement planétaire qui est prouvé, hein. Je veux dire, à l'heure actuelle, les scientifiques nous alertent, hein, là-dessus, hein. C'est pas pour rien qu'on a eu 600 de nos plus grands scientifiques qui se sont réunis à un moment. Personne ne l'a vu passer, mais bon. Et ils ont commencé à nous dire, bah, là, il est temps qu'on stoppe les bêtises, parce que déjà que là, c'est à moitié fichu. Si on ne fait rien, on court la catastrophe. Donc actuellement, nier le réchauffement planétaire, c'est l'équivalent, vous voyez, en histoire, de nier par exemple la Shoah. Voilà, ça s'appelle du négationnisme. Donc aujourd'hui, ceux qui nient le réchauffement planétaire sont des négationnistes. Voilà, je vous le dis, hein, scientifiquement parlant. Voilà. Donc quand il y a des gars qui prennent la parole en disant ouais mais non tout ça c'est des bêtises, croyez-moi ils ont touché un énorme chèque, un énorme chèque. Tu sais comme ouais, Trump il est très prompt à dire qu'il n'y a pas de réchauffement planétaire, mais croyez-moi le mec il est bien payé pour ça. Il est bien payé par les grands entrepreneurs qui dirigent les États-Unis. Et donc le truc en fiction, c'est par exemple donc il y a un réchauffement planétaire et donc on le voit à l'écran, vous voyez. Mettons que c'est un film, et donc à l'écran, on le voit, même si c'est un manga. Bref, c'est montré dans ce qu'on appelle la mimésis, d'accord. C'est pas diégétique. On dit pas, il y a un réchauffement planétaire, mais on le dit, mais on le voit pas. Non, non, on le montre. Donc si c'est au cinéma, il y aura des effets spéciaux. On voit effectivement des gens en train de mourir, on voit des déserts, vous voyez, le soleil est énorme. On voit les ondulations de la chaleur, vous voyez, sur le sable. C'est horrible, quoi. On se rend compte qu'effectivement la planète se réchauffe. Et donc il y a des gars qui essaient d'alerter le gouvernement. Et donc nous, dans le film, quand on regarde le film ou quand on lit le bouquin, que ce soit un manga, un roman, on est avec ceux qui essaient de sauver le monde, vous voyez, parce que les mecs essaient de se battre pour un peu comme Don't Look Up, vous voyez. Ils essaient de se battre pour faire comprendre qu'il y a une menace. Et ça marche bien du coup dans Don't Look Up. Alors tout le ressort scénaristique principal de Don't Look Up, c'est ça. Mais il y a des gars qui disent non, non, n'importe quoi, mais n'importe quoi, il n'y a pas de réchauffement planétaire. Et ce qui est drôle dans la fiction, c'est que même si les mecs sont au milieu du désert, avec, vous savez, la chaleur qui ondule, le soleil qui est énorme, comme si le soleil veut s'écraser sur Terre, ils continueront à nier. Voilà. Et ça porte un nom en fiction, le gars qui nie comme ça. C'est le sceptique, quoi. Et du coup, quand on est devant un film où il y a un sceptique, on s'énerve et on déteste le sceptique. Enfin, mais quel imbécile. Un très bon exemple, c'est Jaws, les Dents de la Mer. Dans les Dents de la Mer, je vous rappelle donc la base du film, c'est un requin vorace, dangereux, donc qui se trouve en eau calme, on va dire. C'est-à-dire il est au bord d'une plage, et cette plage s'apprête à accueillir donc des vacanciers, puisqu'en fait l'été arrive, et donc cette petite ville, en gros, c'est un essor économique pour elle. À chaque fois que les vacanciers viennent, il y a beaucoup d'argent évidemment qui coule. À ce moment-là dans les rues, dans les divertissements et autres. Et donc le maire de cette ville a tout intérêt à ce que les choses se passent bien. Sauf que, et c'est pas de chance pour lui, on lui annonce qu'il y a un requin et qu'il va devoir repousser l'ouverture du séjour de vacances, etc. Et il explique que voilà, les vacanciers ont déjà payé leur chambre d'hôtel. Enfin bref, l'argent est déjà là, vous comprenez. Donc lui, c'est un homme d'affaires, hein, c'est un politicien. Et donc il refuse d'entendre la raison. On lui dit mais non, regardez, il y a des cadavres, il y a des gens qui sont tués, et lui dit non, non, c'est n'importe quoi. Vous voyez, il arrive à se trouver ce qu'on appelle la pensée désirative. Il arrive à se convaincre que non, parce que lui, il y a trop d'enjeux, il y a trop d'argent à gagner. Donc il dit mais pas du tout. Et puis il y a qu'une seule personne qui est morte, et en plus c'était une fille. Ils avaient bu avant, vous voyez, donc il dit mais n'importe quoi. En plus c'est un cas isolé. Et donc on essaie de lui prouver que non. Et en plus, lui, il paye des gens pour aller chercher le requin, mais il dit, mais c'est un petit requin, et on essaie de lui prouver que non, c'est un requin énorme, en fait. Et voilà, donc c'est intéressant parce que quand on regarde des films comme ça, on se sent impliqué. Alors, il n'est pas rare, vous voyez, si vous regardez ça avec quelqu'un d'un peu naïf, on va dire, ou d'un peu sensible à la manipulation de la fiction, il n'est pas rare que les gens disent oh le salaud, mais il va leur foutre la paix, il va les écouter à la fin. Voilà, et je sais plus si c'est dans South Park ou dans les Simpsons, il y avait un cas comme ça où il y avait une bande annonce et c'était ou Futurama peut-être, je sais plus. Et en gros c'était des espèces d'insectes géants qui attaquaient la ville. Et donc il y avait un gars qui disait mais il faut absolument prévenir la ville, regardez les insectes géants arrivent. Et on les voyait par la fenêtre. Ouais, il marchait sur la fenêtre. Et il y avait le gars bourru comme ça, avec l'espèce de cadre d'entreprise qui faisait non, 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 c'est n'importe quoi. Et alors que les insectes étaient à côté, on les voyait. Et ça fonctionne bien. Voilà. C'est un principe. Si un jour vous écrivez, je vous le dis, avec ça vous pouvez hameçonner. Vous pouvez attraper le lecteur très facilement. Il y a Shadow qui nous dit j'admets avoir toujours été frustré par ces personnages. Bah voilà, la fiction fonctionne bien. Voilà. Tout à l'heure je parlais de l'ironie dramatique. Un cas
qui est très marquant d'ironie dramatique. C'est dans un film d'Hitchcock dont j'ai oublié le titre. Où il y a un enfant. Est-ce que c'est un film d'Hitchcock? J'ai un doute. Je suis pas sûr. Je crois que oui. Il y a un enfant à qui on confie un paquet. Il doit apporter un paquet à quelqu'un. Et donc on le voit traverser la route. Il y a une rue et il y a une fanfare qui passe. Il regarde la fanfare. Ça l'amuse de voir. Ou c'est un carnaval, je sais plus. Bref, ça l'amuse de voir ce divertissement, les gens déguisés. Il est là, il attend avec son paquet. Et puis après, il avance et il va porter son paquet. Et en fait, ce qu'on sait, que le gamin ne sait pas, c'est qu'il y a une bombe dans le paquet. Voilà. Et donc on voit ce gamin innocent avec son paquet sous le bras. Et surtout, alors qu'il est censé l'amener à un endroit où la bombe va exploser, il s'arrête et il regarde passer la fanfare. Du coup on est tenu, on est là, on fait non, ne t'arrête pas. Mais voilà, c'est ça l'ironie dramatique. Voilà. Et par exemple, dans le premier volume d'Orion, bah, le gros ressort scénaristique, c'est l'ironie dramatique. Puisqu'on voit un personnage qui meurt au tout début, hein, c'est pas un spoil. Dès le premier chapitre, on a Vika Akorani, qui décède. Et on suit son frère. Donc je prends à contre-pied. En fait, j'essaie d'amener une façon différente. Vous savez, dans tous les mangas, il y a Gon recherche son père. C'est un classique. Un frère recherche sa sœur. Vous voyez, c'est un classique. La recherche, c'est un classique. Et je voulais pas juste faire un classique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tué l'objet de la recherche. C'est-à-dire que Vika Akorani meurt d'entrée. Et on suit l'histoire de son petit frère qui cherche son frère. On suit l'histoire du petit frère qui cherche le grand frère qui est mort. Mais nous, on le sait qu'il est mort, mais le petit frère ne le sait pas. Et c'est ce qui rend le premier volume d'Orion intéressant. Et oui, c'est-à-dire que on suit l'histoire d'un pauvre gamin en fait, qui est pas encore au courant. Et j'ai décidé moi de travailler avec le lectorat, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire en sorte que vous soyez au courant et que vous suiviez l'histoire d'un gamin dont on sait déjà en fait le déroulement. Enfin, on sait déjà qu'il le trouvera jamais. Voilà. Tacos nous dit pas de corps, pas de mort. Ouais, plus ou moins. Parce qu'il y a aussi l'arme du crime. Donc pas de corps, pas d'instrument peut-être. Je sais pas. Alors qu'est-ce que vous voyez là sur l'écran? On va parler un peu de ça. C'est la démo de Street Fighter 6. Voilà. Alors je suis pas un grand... j'ai été en 91-92, enfin surtout 92. J'ai découvert Street Fighter 2. Donc je suis tombé dans le beat 'em up. Je connaissais déjà ça en fait. Moi je suis d'une génération où on a grandi avec International Karaté, Yar Kung Fu. Street Fighter n'était pas, en termes de jeu, hein, c'était pas une nouveauté pour nous. Un jeu de combat, c'était pas une nouveauté. Là où Street Fighter a fait la différence, surtout que je connaissais aussi le premier Street Fighter, j'avais déjà joué au premier, avec ces boules de feu qu'on savait pas trop comment les sortir, et que quand quelqu'un les sortait, c'était toujours... Ah ouais, au début c'était comme ça. Surtout que c'était très difficile de sortir les coups sur le premier Street Fighter. Et en fait, avec Street Fighter 2, j'ai surtout découvert le fait de se protéger. Je connaissais pas bien le principe de, vous voyez, mettre le personnage en arrière, parce que ça se jouait pas comme ça sur les vieux jeux, les Yar Kung Fu et autres. Souvent c'était une touche à appuyer. Et en fait j'ai commencé à apprécier cette mécanique. Vous voyez, se protéger en haut, se protéger en bas. Et c'était un jeu qui était tellement bien réalisé que évidemment je suis tombé sous le charme. Et j'ai joué pendant, mais alors, des centaines, peut-être des milliers d'heures, je sais pas. J'ai joué beaucoup à Street Fighter 2. Et surtout au Turbo, voilà, qui a été mon préféré parce qu'il était complètement fou. Sur Super Famicom, on pouvait l'accélérer, il y avait 10 étoiles. Et du coup, bah, on s'en lassait pas parce qu'on accélérait tout le temps le jeu. Alors que le jeu était fait pour être joué lentement, on va dire. Le but c'était pas de jouer rapidement. Mais ouais, on jouait avec des amis et j'ai passé beaucoup de temps à jouer à Street Fighter. Et puis, avec le temps, il y a d'autres licences qui sont arrivées qui étaient très stylées. Je pense à Fatal Fury, je pense à Samurai Spirit, je pense à King of Fighters. Donc je pense à des jeux moins connus comme Groven Fight, moi, que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Groven Fight. Il y a beaucoup d'autres licences comme ça qui ont été intéressantes. C'est-à-dire qu'à un moment, le beat 'em up a été un genre dominant. Voilà, c'est-à-dire qu'il est... autant le jeu de plateforme était le genre dominant de la Famicom, autant je pense que le beat 'em up a été le genre dominant de la Super Famicom. Voilà. C'est bien simple, dès qu'on adaptait un film sur Famicom, on en faisait un jeu de plateforme. Et souvent, quand on adaptait une œuvre, même des mangas sur Super Famicom, c'était souvent des beat 'em up. Ça a été les deux genres dominants, ouais. La plateforme, le platforming, et ce qu'on appelle les platformers aujourd'hui, et le beat 'em up qu'on appelle le versus fighting aujourd'hui, qui était donc sur Super Famicom. Voilà, ça a été deux genres vraiment dominants. Je crois pas qu'après ces deux-là, on puisse dire qu'il y a eu d'autres genres dominants. Voilà, c'est-à-dire que sur la PlayStation,
il y avait Tekken évidemment, sur Saturn il y avait Virtua Fighter, mais c'était pas des genres dominants, c'était des genres parmi d'autres. Voilà, ils étaient pas, il y avait pas, c'est-à-dire qu'on voyait pas plein de beat'em up qui sortaient, même s'il y en a eu quelques-uns, hein. Mais voilà, ouais, le beat'em up a été un genre quand même dominant. Et aujourd'hui, avec l'essor de ce que j'appelle la société du spectacle numérique, hein, c'est-à-dire le transformer en sport et en compétition, parce que juste avant je vous parlais de l'ironie dramatique, et c'est pareil, il y a des choses qui fonctionnent dans la réalité, il y a des événements, il y a des éléments qui attirent les gens, et la compétition, hein, le catch américain, le football, le tennis, le fait de parier aussi, les gens qui parient sur des choses, ça c'est des trucs qui accrochent méchamment les gens. Et donc petit à petit, ce que moi je considérais comme de l'art, en fait, Street Fighter pour moi c'est surtout du pixel art, c'est de la musique, c'est devenu un sport. Et donc on a perdu le côté direction artistique, qui était stylé. Moi, j'ai tous les collègues que j'ai connus à l'époque, hein, qui jouaient à Street Fighter, redessinaient les personnages. On a lu les mangas, on a regardé l'animé de Street Fighter, vous voyez. C'était un peu Street Fighter était un peu comme un manga auquel on jouait. Voilà, même les histoires aussi barrées soient-elles, la fin des personnages, par exemple Ken se marie, voilà, donc Ken ça va. Mais Blanca est retrouvée par sa mère, vous voyez, je me souviens. Donc Blanca c'est très drôle. Il y a une mamie qui sort, qui sort de la foule comme ça et qui dit ah mon fils, il a même un nom, il a un nom ridicule, je sais plus Charlie, il a un nom stupide. Et en fait c'est un enfant qui est tombé d'un avion si je me souviens bien, c'est un avion qui s'est crashé. Je sais pas si c'est pas au Brésil parce il se bat pour le Brésil, donc ça doit être dans une forêt brésilienne. Et donc ce gamin a survécu parmi les animaux. Bon, il est devenu vert, on sait pas trop pourquoi. Et donc ils ont tous une histoire. Voilà, je crois que Chun-Li se recueille sur une tombe, si je me souviens bien. Ryu s'en va seul marchant vers le coucher de soleil parce que toute sa vie c'est un entraînement. Voilà. Et donc ouais, on a des fins comme ça qui racontent une histoire. Et c'est pour vous dire à quel point on avait soif de connaître l'histoire des personnages. C'est pour vous dire à quel point on s'est accroché aux personnages. C'est qu'on a, on a tous fantasmé donc sur la suite, sur ce qui allait leur advenir, etc. Ce qui allait leur arriver. Et petit à petit, en fait, cette licence s'est fait englober dans ce qu'on appelle l'e-sport, c'est-à-dire que petit à petit, c'est devenu une discipline. Et donc, évidemment, quand ça devient un spectacle, il n'y a pas de miracle, comme dit la chanson que vous avez dû entendre sur ma dernière objection. Le premier qui dit la vérité. Le premier qui dit la vérité. Voilà, donc là où il y a du spectacle, il n'y a pas de miracle, hein, voilà. Et donc c'est pareil, Street Fighter est devenu une sorte de match de foot. Ce qui est bien triste. Voilà, on a perdu, pour moi, hein, vraiment, on a perdu une œuvre qui était intéressante parce qu'elle était proche elle était un peu entre le manga et le jeu vidéo. C'était intéressant. On avait des personnages, des chara-design. On ressentait un peu ce qu'on pouvait ressentir en lisant Stardust Crusaders, donc JoJo's Bizarre Adventure ou Dragon Ball. Street Fighter 2, vraiment pour moi, était une espèce d'élément qui s'ajoutait à cet âge d'or où des mangas comme Dragon Ball, Senseiya, et en même temps à côté vous aviez des animés donc dans le Club Dorothée qui passaient, et en même temps vous aviez donc les jeux vidéo qui explosaient. Street Fighter faisait partie de cette espèce d'âge d'or en fait. Et c'est triste aujourd'hui de voir que Street Fighter est devenu une espèce de prostituée du monde du spectacle numérique. Voilà. Et donc j'ai lancé ce Street Fighter 6 en me demandant un petit peu à quelle sauce j'allais être mangé. Et, euh, et finalement, alors attendez, je vais aller sur le jeu carrément, parce que je vous en parle. Et attendez, je reconnecte mon contrôleur, ce sera mieux. Voilà. Donc là, on est dans une espèce de hub en carton-pâte, je vais le dire comme ça, qui à mon avis va devenir un hub online, vu qu'il est très très léger. C'est un hub qu'on peut faire sur la Switch, vous voyez, donc c'est pour vous dire, Capcom a déjà réfléchi, on va dire, à l'aspect utile. Ce hub, il n'est pas là pour faire joli en fait. Je sais pas trop à quoi ça ressemblera sur le jeu définitif, mais je doute qu'il y ait beaucoup d'exploration, hein. À mon avis, ça va être surtout pour trouver des joueurs et jouer contre eux, ce qui est plutôt pas mal en fait. C'est plutôt amusant et ça change. Il y a de la volonté de se moderniser pour Street Fighter. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment affronter tous les personnages, enfin tous. Vous voyez les personnages comme ça qui ont un chiffre, on peut leur parler. Voilà, comme ça.
Et puis on peut les affronter, on va lancer un combat, vous allez voir. Ouais, quand on les affronte, évidemment, ça devient une espèce évidemment, de jeu versus fighting. Je suis un peu rouillé. Ça fait des années que je joue plus à Street Fighter. Bon, il y a des trucs qui restent, manifestement. Les Shoryuken, ça reste naturellement. Et donc c'est plutôt marrant comme idée, je trouve, déjà. Ça d'avoir un jeu d'aventure qui devient un jeu de versus fighting. C'est plutôt pas mal. Le fait comme ça, j'imagine, de pouvoir rencontrer ses collègues, de jouer avec des gens qu'on va rencontrer dans la rue, c'est plutôt bien. Et ils ont implémenté un système, c'est-à-dire qu'ils essaient d'aller un petit peu à contre-courant du versus fighting classique. Il y a un système de combat un peu automatisé. On va l'essayer d'ailleurs. Je vais essayer de jouer sans faire les combinaisons à gauche. J'ai vu que c'était, je crois que c'est surtout le triangle. Voilà, pour faire des coups. Il faut laisser appuyer, vous voyez. Et du coup, il fait. Là, en fait, il n'y a aucune manip, vous comprenez. Je laisse juste appuyer un bouton. Si j'appuie directement, il le fait vite. Il y a un temps de charge, on dirait, manifestement. Voilà. Si je mets en bas. Voilà, et là j'ai juste mis. Vous voyez, en vérité, j'ai pas fait de Shoryuken. Hein, c'est-à-dire, j'ai pas fait de manipulation sur mon D-pad. Vous voyez, je mets vers le bas et j'appuie. Et il se passe des trucs en fait. C'est-à-dire que c'est juste en mettant des directions et en appuyant sur les boutons qu'on peut. Qu'on peut faire sortir les coups. Et je sais je crois qu'il y a un bouton, si on le laisse appuyer, on peut carrément faire des combos sans effort. Bah voilà. C'est le bouton, c'est la gâchette de droite. On va essayer de voir si. Ouais, il y en a d'autres, voilà. Ok. Et tout ça, c'est pas des vrais combos, c'est-à-dire que je ne fais qu'appuyer sur le même bouton, hein, vous comprenez? C'est juste une contraction de touche en fait. Je laisse appuyer un bouton, enfin la gâchette de droite, j'appuie sur un bouton et comme vous le voyez, il enchaîne. Donc ça c'est des coups moyens plus un Shoryuken que je n'ai pas fait, donc il est sorti tout seul. Est-ce qu'il y a des attrapes, des chops? Je pense que oui. Ah oui, c'est ça là, voilà. C'est la gâchette à gauche. Donc, je sais qu'il y a une barre aussi en bas à gauche qui monte, qui nous permet de faire un super coup. Même il y aura plusieurs coups parce que je crois qu'elle se charge 3 fois. Donc selon le taux de charge, le coup sera différent. Évidemment, il fera plus ou moins mal. Ah, le personnage, vous pouvez entièrement le modéliser. Voilà, c'est que le personnage, je l'ai fait entier, c'est moi, voilà. Vous voyez, il ressemble un peu à, on dirait un personnage il y a le style un peu Togashi. On reconnaît un peu si vous êtes un gros lecteur de Togashi. On regarde un petit peu la Hisoka, mais pas que. Il y a un petit côté un peu Togashi. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je travaille dans le manga, donc forcément, quand je modélise un personnage, il y a des choses qui transparaissent. Voilà. Et donc c'est bien. La modélisation est assez libre en plus. Vous pouvez carrément faire des personnages de One Piece. Tellement vous pouvez faire des personnages difformes. C'est-à-dire que vous pouvez faire un personnage tout gros, vraiment avec des grosses épaules, mais avec une taille toute fine. Vous pouvez faire des personnages dont l'anatomie tient du délire le plus total. Donc ouais, des personnages à la Oda quoi. Donc c'est plutôt amusant ça. Donc du coup je le surveille parce que je trouve que Capcom fait des choix audacieux. C'est-à-dire qu'ils essaient de. Audacieux et en même temps mercantile. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah, on va pas essayer de vendre que aux joueurs de Versus Fighting, ce qui est ce qu'on appelle une niche. On va essayer de toucher le monde entier, ce qui est beaucoup plus raisonnable comme façon de penser. Et, euh, et donc j'attends de voir, ouais. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Ouais, on peut ramasser des trucs manifestement. Ah, on peut ouvrir. Oh, de l'argent. 5000 miles. C'est bizarre. Les miles, c'est les kilomètres. C'est étrange. En tout cas, c'est pas dans l'inventaire. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le nom de la balance. C'est un Z. Manifestement, la monnaie est avec un Z. Mais je sais pas. J'ai trouvé 5 km. Je sais pas je sais pas quoi faire de cette information. Qu'est-ce que ça signifie? Non, c'est 5000 miles, c'est ça? Donc 5000 km, pardon. Enfin, le mile, c'est pas exactement un kilomètre. C'est un peu plus petit. Voilà. Donc c'est. Je suis curieux.
Je me demande à quoi tout ça va ressembler à la fin. Donc bravo Capcom, ils ont réussi à me rendre curieux, ce qui est déjà pas mal. Parce que j'avoue que Street Fighter 6, j'en attendais absolument rien. Maintenant, je suis curieux. Ouais, je veux savoir. Peut-être qu'ils feront une deuxième démo. J'ai vu qu'il y avait, je sais pas si vous avez vu, Diablo va sortir une deuxième démo la semaine prochaine. On va pouvoir jouer au jeu pendant 2 jours. C'est rare, hein. En général, c'est qu'une démo puis le jeu sort. Mais bon, Diablo, ils ont compris que de toute façon, leur jeu va se vendre comme des petits pains. Donc autant le perfectionner au maximum. Avec 2 jours de plus, bah, ça leur permettra d'avoir davantage de retours, hein, de pouvoir corriger les derniers bugs. C'est pas bête. Ouais, moi-même j'y jouerai, donc c'est pour ça. Hein. C'est plutôt malin de leur part. Voilà, on va retrouver un endroit. On va se mettre là. Là où j'étais. Ah non, oui, ça avance un peu trop, il saute automatiquement. Est-ce que ça marche sur les... Je suppose que oui. S'il y a des barrières là, attendez, on va essayer. C'est bien ça. J'ai toujours rêvé d'un jeu où, où on pourrait déplacer un personnage et rien ne l'arrêterait. C'est-à-dire que là, il sauterait ça, vous voyez. Euh, là, il glisserait, ou je sais pas, il faudrait trouver des idées, quoi. Il est pour rentrer. Enfin bon, non, il pourrait à la limite voilà, s'arrêter contre le mur. Mais ce que je veux dire, c'est que les obstacles, voilà, comme ça, il n'y aurait pas besoin d'appuyer sur un bouton. J'ai toujours pensé que c'était la bonne manière de faire. Le, le- cette mécanique qui tend à nous faire croire que c'est nous qui sautons ou qui passons par-dessus les barricades, je la trouve inutile. C'est pas ça qui fait l'immersion dans un jeu. Donc tout le monde le fait, enfin, bon, les développeurs le font, mais c'est inutile en fait. Donc j'attends un jeu qui aura compris ça. Ça viendra un jour. Alors qu'est-ce que vous me racontez de beau, du coup? Il est déjà 12h30. Allez, est-ce que je reste un peu plus ou pas? Logiquement j'ai le droit, hein, je peux partir au bout d'une demi-heure. Allez, je reste un peu plus. Il y a Chemki qui nous dit ça, Getchan Street Fighter. Getchan. Les persos ont tous un look de la street. Ah bah oui, il faut vendre. Hein. Ouais, comme Smash. Nous dit Kirovog. Ah, Paisible dit faire Sark ce serait pas mal. Je suis pas sûr qu'il y a assez de coupe de cheveux. Je sais que sur Soul Calibur j'ai pu le faire, Sarks. Je suis pas convaincu que je puisse sur Street Fighter, mais j'essaie, ouais, je retournerai. Voilà, le problème c'est qu'on a qu'une sauvegarde, et donc vu que sur le jeu définitif on pourra garder la modélisation du personnage, je vais pas m'amuser à le changer. Mais ça pourrait être amusant, ouais. Mais en tout cas, certains vont s'en donner à cœur joie, et vu qu'on peut vraiment modifier le corps pour faire des choses absurdes, on va avoir droit à des choses très très drôles. Genre des gars qui nous feront Bob l'éponge, ils nous feront un mec tout carré, tout musclé, jaune. Ouais, on va avoir droit à des vrais délires. Alors, je fais défiler un peu le chat. Je vois que vous parlez surtout entre vous, donc c'est compliqué. Je veux pas m'immiscer dans la conversation. Ah, vous parlez de politique parce que je vois Sorry M French qui dit, salut Sorry d'ailleurs, je veux dire certains profiteront de la naïveté d'autres pour s'enrichir à nouveau et rebelote. Bah oui, non mais ça c'est... excusez-moi de le dire, mais il faut arrêter de dire oui, de toute façon, les choses ne changeront pas. Mais bien sûr qu'elles ne changeront pas éternellement. Évidemment que si demain on trouvait une solution pour améliorer le monde, ça ne durerait pas. Mais c'est comme ça, c'est comme un battement de cœur. À un moment le cœur bat, à un moment il ne bat pas. Et c'est exactement ça. À un moment les choses vont bien, à un moment elles vont pas bien. C'est parce qu'elles vont pas bien qu'il faut faire en sorte qu'elles aillent bien à nouveau. Et puis de toute façon, elles resteront pas longtemps bien. À un moment, ça se cassera la gueule. C'est l'histoire de la vie. Hein, c'est comme ça. À un moment, vous avez un bon souverain. Le coup d'après, vous avez un mauvais souverain. Et donc il faut pas être content, râler pour retrouver un bon souverain. Mais si on se dit ouais, de toute façon, ça sert à rien, puisque si on fait quelque chose à nouveau, ça se cassera la gueule. Si on fait rien, alors tout le temps, on sera tout le temps dans la mauvaise période. C'est-à-dire que tout le temps, les choses se passeront mal. Voilà, donc ce qu'on appelle le combat ordinaire en fait. C'est-à-dire qu'il faut se battre. La vie, c'est un combat. C'est quand un enfant naît, il faut qu'il accepte d'expulser l'air et de l'aspirer pour pouvoir vivre. Vos poumons combattent, même si là vous n'en avez pas conscience, mais
c'est un combat de tous les instants. Le simple fait d'être là, vous pensez que vous êtes immobile, assis chez vous, mais en vérité, vous êtes en mouvement. Vous luttez. Vous luttez contre bah déjà, là, il y a la pression atmosphérique qui est énorme, mais pas que, hein, vous avez carrément la gravitation. En vérité, là, s'il n'y avait pas le sol, on irait tous vers le centre de la Terre, on est d'accord, hein. Puisque là, si vous essayez de sauter, vous êtes rattrapé par le sol, en fait. Vous comprenez? Alors vous allez me dire, comment ça rattrapé par le sol? Parce que c'est vous qui vous dites, c'est moi qui tombe, je tombe sur le sol. Mais en fait, non, c'est compliqué. Si vous prenez un... Ouais, c'est compliqué. Je sais que c'est un sujet, ça, je sais que les gens... Si je vous le raconte, vous allez me prendre pour un fou, enfin, certains d'entre vous. Mais en vérité, vous ne tombez pas. C'est-à-dire qu'en vérité, quand vous tombez, c'est l'état naturel. C'est-à-dire que quand vous tenez un objet, en fait, vous l'empêchez d'être dans son état naturel. En fait, vous appliquez une force pour l'empêcher de tomber, vous comprenez? Mais tomber, c'est l'état naturel. Si vous tombez, vous ne sentez pas le poids de votre corps. En fait, tomber, c'est le bien-être. Si vous montez dans un avion, vous savez, il y a des avions comme ça qui arrivent à, je crois que ça s'appelle zéro gravité, qui volent très haut. Et pendant un instant, il n'y a plus de gravité. Et en fait, ceux qui ont fait cette expérience, en général, racontent qu'ils étaient ils se sentaient bien. Et à partir du moment où il n'y a plus de gravité, d'ailleurs, il y a un jeu de mots, vous savez, c'est-à-dire que la vie n'est plus grave, vous voyez, gravité. C'est-à-dire que vous oubliez vous soucis, enfin, c'est une image, hein. Mais c'est un état d'euphorie. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que toute votre vie, vous avez lutté contre une force qui vous attire vers le centre de la Terre. Et si la croûte terrestre n'était pas là, pour vous empêcher d'aller vers le centre de la Terre, ce qui est normal, vous devriez aller vers le centre de la Terre. C'est la croûte terrestre qui en fait vous empêche d'y aller. Donc du coup, il y a un combat qui se fait de tous les instants. Mais vous n'en avez pas conscience. C'est comme vos poumons. Eh bien, c'est la même chose en politique. Il faut se battre tous les instants. Donc le fameux combat ordinaire pour empêcher les enfants que nous sommes d'exagérer. Parce que nous sommes des enfants et si on n'a pas de limite, on exagère. Tous, hein. On a tous été des enfants. On nous a tous dit range ta chambre et si tu le fais pas, tu n'auras pas de dessert. Tous les enfants sont comme ça. Et il se trouve que quand on donne du pouvoir à un individu, on donne du pouvoir à un enfant. Donc il va en abuser. Et donc il faut à un moment se plaindre, enlever cet enfant-là. Alors bon, il y a une époque on les décapitait. Aujourd'hui, il ne faut pas faire ça. Les mettre en prison, ça serait pas mal aujourd'hui. Surtout vu l'armée de bras cassés qu'on a entre ceux qui écrivent des bouquins pornographiques, hein, Chapa et le maire. C'est le maire, c'est ça, je les confonds, hein. Et tellement je les méprise. Et un petit séjour en prison leur ferait du bien, quoi. Parce qu'un enfant, quand il fait une bêtise, on lui donne une fessée, hein. Donc il serait temps quand même que les gars paient pour leurs exactions. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, quand vous lâchez un objet, son état normal, c'est de tomber. Alors je sais que ça peut vous troubler, mais si on se fie au modèle einsteinien ce qu'on appelle la gravitation, donc la relativité générale, et il se trouve que le modèle einsteinien est celui qui pour l'instant a raison, parce que en fait, on utilise les modèles de la physique pour calculer des effets qui se passent très loin dans l'espace. Voilà. Et il se trouve que le modèle de Newton, qui était tout à fait, qui fonctionne à petite échelle, hein, le modèle de Newton ne fonctionne pas à grande échelle, c'est-à-dire ça crée plein de problèmes. Et le modèle d'Einstein fonctionne. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, tout prouve dans l'univers, que quasiment tout prouve dans l'univers que le modèle einsteinien fonctionne. Et le modèle einsteinien, il n'est pas enseigné à l'école. Du coup, quand on l'explique à quelqu'un, les gens vous prennent pour un fou. Parce qu'on a tous appris que en fait, dans l'univers, les masses s'attirent en fait. On croit qu'on est attiré par le sol, mais non, pas du tout. On n'est pas attiré par le sol, c'est le contraire. Le sol nous empêche d'être attirés. Il joue contre nous, le sol. Parce que la masse de la Terre déforme l'espace-temps. Et du fait de déformer l'espace-temps, vous voyez, ça fait que la Lune tourne autour de la Terre, en fait. Ça crée une attraction vers le centre de la Terre. Et donc, on est retenu par la croûte terrestre. Ce qui veut dire que la croûte terrestre contredit l'attraction terrestre. C'est-à-dire que l'attraction produite, la gravitation produite par la Terre, est contredite par la croûte terrestre. C'est-à-dire qu'en vérité, l'état normal, bah vous prenez un accéléromètre et vous le posez sur une table, sans le toucher. Et si c'est un accéléromètre juste, il va indiquer un truc genre 9,8. Vous voyez, c'est l'accélération de votre table par seconde. Et vous allez vous dire, mais ma table, elle bouge pas. Bah si. Elle bouge vers le haut.
Ouais, je sais que c'est troublant hein, quand on n'a pas l'habitude. En fait, le sol contredit l'attraction terrestre. L'attraction, ce qu'on appelle la gravitation. À ne pas confondre avec la gravité, on utilise plus le mot gravité pour Newton. Et la gravitation, elle va vers le centre de la Terre. Et c'est l'état normal d'aller vers le centre de la Terre. C'est-à-dire que si vous contredisez ça, c'est vous qui vous déplacez. Ça veut dire qu'en fait, tomber, c'est l'état normal. Être immobile, c'est un déplacement. Sachant que l'immobilité n'existe pas vraiment. Hein, puisque de toute façon, vous êtes sur une planète qui se déplace, qui tourne autour du Soleil, qui lui-même tourne autour de la Voie lactée, au centre de laquelle il y a un trou noir. Donc voilà, tout est en déplacement tout le temps. Vous voyez, c'est complexe. Et donc en fait, quand vous sautez, c'est le sol qui vous rattrape. Voilà. Parce que vous, en fait, vous vous détachez. En gros, vous sautez, vous allez tomber. Pendant un instant, vous redevenez, vous retrouvez votre état naturel. C'est-à-dire que pendant quelques instants, vous ne vous sentez pas tomber. Ouais. Et donc, le sol vous arrête. Parce que le sol, il est là pour vous enquiquiner, en fait. Il vous dit non. En gros, si vous étiez, si on avait des corps éthérés, là, on serait tous en train de graviter autour du centre de la Terre. On serait dans le centre de la Terre en train de graviter. Et ça serait notre état naturel. Voilà. Donc c'est particulier. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont se dire comment ça. Alors il y a des scientifiques carrément qui prennent pas de pincettes et qui disent le sol. Alors c'est plus des vulgarisateurs qui en parlent, mais les scientifiques sont d'accord, hein, puisque c'est les équations d'Einstein qui nous le prouvent. Hein. Mais les vulgarisateurs, pour être un peu choquants, pour être un peu putaclic, ils disent le sol accélère vers le haut. Et donc il y a des gens qui s'imaginent que la Terre enfle. Et oui, parce que quand on dit le sol accélère vers le haut, on s'imagine que le sol de tous les côtés, évidemment, accélère. Donc on se dit la Terre enfle, mais pas du tout. Le truc, c'est que, en vérité, l'immobilité de la croûte terrestre est un déplacement parce qu'elle contraste avec la dynamique de l'espace-temps qui tend à déplacer les objets vers le centre de la Terre. Sauf que l'espace-temps, c'est la mesure globale, c'est-à-dire que c'est celle qui compte. Et si l'espace-temps, si vous vous mettez, vous voyez, c'est en fait souvent on dessine une grille, vous voyez. Si je vous pose sur la grille de l'espace-temps, bah, vous ne bougerez pas, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faudrait que je vous incline un mouvement, voilà. Mais en fait, c'est compliqué à comprendre, mais tout bouge, enfin, tout l'univers bouge en fait. C'est une entité en fait l'univers. C'est surtout ce que raconte Einstein. C'est une entité. Et donc quand vous êtes dans cette toile, on va dire ça comme ça, je crois qu'on appelle ça des géodésiques. C'est les lignes en fait, vous voyez. Et quand vous êtes là-dedans, en fait, vous vous déplacez avec l'univers. Et donc, quand vous contrez l'espace-temps, en fait, c'est là que vous êtes en mouvement. Mais tant que vous êtes dans l'espace-temps, en fait, c'est comme si vous étiez immobile. Mais en fait, vous vous déplacez avec l'espace-temps. Voilà. Et donc, quand vous tombez, vous êtes raccord avec l'espace-temps, puisque je commence à regretter d'être parti là-dedans parce qu'il y en a qui vont me prendre pour un fou, mais bon. Parce que du fait que la masse de la Terre déforme l'espace-temps, imaginez un entonnoir, mais bon, c'est pas en 2D en fait. Mais en gros, la Terre, c'est comme souvent pour que les gens comprennent, on dessine une toile et on pose la Terre sur la toile. Et la Terre déforme la toile. Vous voyez le poids de la Terre posé, mais c'est plus compliqué que ça. Et en fait, du coup, là, il y a un peu comme les trous noirs. Hein, les trous noirs vous attirent en leur centre. Vous savez que les trous noirs absorbent même la lumière. Parce que leur masse est telle. En fait, les trous noirs, c'est comme des étoiles géantes, devenues tellement grandes qu'elles s'effondrent sur elles-mêmes. Ouais, ça devient des trous noirs. Et donc la Terre, en fait, même si c'est pas un trou noir, mais la Terre, elle a une masse. Et à sa petite échelle, vous voyez, parce que la Terre est petite en vérité, à l'échelle de la galaxie, elle déforme l'espace-temps. Et donc, ça crée, un peu comme un trou noir, ça crée une attirance vers le centre de la Terre. Et ça, en fait, du coup, bah, vu que vous déformez l'espace-temps, c'est-à-dire que même si vous vous déplacez parce que la Terre crée, vous voyez, une espèce de déformation de l'espace-temps, bah en fait vous vous déplacez pas. Et oui, je sais. C'est-à-dire qu'en fait, vous croyez vous déplacer parce que l'espace-temps est courbé. Voilà. Et donc quand vous tombez, vous ne tombez pas. En vérité, quand vous tombez, vous êtes immobile. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand vous tombez, vous ne sentez pas votre corps. Et si vous tombez avec un accéléromètre, il va indiquer 0. Et ouais. Alors que si vous posez l'accéléromètre sur votre table, il va indiquer 9,8. C'est 9,8 mètres par seconde. C'est la vitesse de déplacement. C'est la vitesse, c'est la distance que vous gagnez. C'est l'accélération en fait. C'est la vitesse de l'accélération de la chute. Si vous lâchez un objet, il va toutes les secondes, il tombera à 9,8 mètres par seconde plus vite. Enfin, 9,8 mètres plus vite. Et oui. Bah, si vous sautez très haut, ça vous fait mal aux pieds quoi. Si vous sautez 3 marches dans un escalier, ça va. Si vous sautez du haut d'un mur de 5 mètres, ça va faire un sacré bruit. Vous voyez. Parce que votre corps a accéléré de 9,8 mètres par seconde. Et ouais. C'est troublant, hein, mais bon, c'est comme ça.
Il y a Tim qui nous dit plus on s'éloigne de la Terre, plus le temps passe lentement. Ce qui est logique, oui, puisque la courbure de l'espace-temps courbe l'espace et le temps. Donc le temps passe différemment sur Terre, puisque l'espace-temps est déformé du fait de la présence de la Terre. Le temps passe différemment sur Terre qu'ailleurs. C'est-à-dire que c'est simple, hein, imaginez un quadrillage en 3 dimensions. Vous voyez un quadrillage en 3 dimensions? Je vais essayer de trouver une analogie. Si vous prenez une balle dans le corps, alors attendez, je l'ai mal dit. Si vous avez une balle dans le corps, d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un vous a tiré dessus, vous avez une balle dans le corps. C'est une anomalie. Vous avez un objet, vous avez un intrus dans le corps. Donc vos muscles se contractent autour parce que votre corps ne comprend pas. Vous savez que si vous avez une épine dans un doigt, elle finira par sortir naturellement. C'est-à-dire que le corps la rejette. Donc cette balle dans votre corps, c'est une anomalie. Votre corps veut la rejeter. Donc votre corps est déformé à l'endroit où il y a la balle. Ben, c'est un peu ça. Imaginez que l'univers c'est un corps. Et en fait la Terre, c'est comme une anomalie. À l'endroit où elle est, elle déforme. On va dire que c'est comme de la chair, le corps, la galaxie. Et là, à l'endroit où est la Terre, ça déforme cette chair. Et donc, du fait que c'est un quadrillage, et mettons qu'entre vous voyez, vous prenez 2 lignes de la grille, et vous pouvez carrément tracer une droite qui indique le temps que vous allez mettre à passer, mettons que c'est un carré. Hein. Pour traverser ce carré, il va falloir un temps donné. Si vous déformez ce carré, ben, ça déforme aussi le temps. Et la présence de la Terre, un peu comme la balle dans le corps, qui va déformer vos chairs, du coup déforme le tissu de l'espace-temps. Et donc le temps passe différemment. Vous comprenez? Quand vous êtes autour de la Terre ou sur la Terre. Voilà. Ce qui explique par exemple, vous connaissez les jumeaux de Langevin, vous savez, le jumeau qui reste sur Terre, celui qui part dans l'espace et qui revient. Et quand il revient, celui qui est sur Terre a vieilli. Et ce qui explique que certains disent qu'on peut voyager dans le temps. Mais là aussi c'est compliqué. Parce qu'il y a j'ai vu des vulgarisateurs qui disaient que en fait, du fait que le temps passe différemment loin de la Terre, on peut revenir sur Terre et la Terre sera le futur. Mais c'est tout à fait vrai. C'est exactement ce qui va se produire. Alors attention, il faut partir très très loin, on n'est pas capable de le faire. Hein. Et des vitesses folles. Mais oui, parce que le temps passe aussi pour celui qui se déplace. Hein. C'est-à-dire que le temps passe de la même manière pour celui qui est resté et celui qui se déplace. C'est-à-dire que votre montre, s'il se passe 2 heures quand vous vous déplacez loin, si vous éloignez de la Terre, votre montre vous indique qu'il passe 2 heures, il passe vraiment 2 heures. Le truc, c'est que votre temps se désynchronise de celui de la Terre. Le temps de la Terre passera différemment. Mais celui qui est sur Terre, pour lui aussi, c'est 2 heures. Vous comprenez? Et donc, comme votre temps se désynchronise, vous allez partir dans l'espace. Et quand vous allez revenir sur Terre, le temps aura passé beaucoup plus vite. Et donc, vous allez revenir, et le gars sur Terre, il aura... on va imaginer que vous êtes parti à une vitesse folle, genre, je sais pas, 200 000 km/s. Donc, c'est pas la vitesse de la lumière, donc vous avez le droit. Et vous avez été très très loin. Et vous revenez, et mettons, je sais pas, 40 ans est passé. En vérité, vous avez l'impression du coup d'être parti dans le futur. Puisque vous revenez sur Terre, vous faites un voyage, mettons que le voyage dure, je sais pas, 20 ans. Et quand vous revenez sur Terre, 40 ans sont passés. Et donc vous avez voyagé 40 ans dans le futur par rapport à la Terre. Puisque vous êtes parti, mettons c'était les années, on va dire 2000, c'était les années 3000, vous revenez, c'est les années 3000, vous êtes en 3040. Vous voyez? Et pour vous, 20 ans est passé, puisque vous avez fait un voyage de 20 ans. Voilà. Et vous arrivez, c'est 2040, donc vous êtes parti en 2000, 40 ans à passer. Donc on pourrait dire, et c'est vrai que les vulgarisateurs le disent comme ça, mais ils ont tort, et ils disent que c'est un voyage dans le futur. C'est le seul moyen de voyager dans le temps, c'est ça en fait, c'est cette façon-là. Et donc vous êtes dans le futur. Mais en fait non. Non, parce que le futur n'existe pas. C'est-à-dire que je suis désolé hein, pour tous ceux qui rêvent de voyage dans le temps, mais le futur n'existe pas et n'existera jamais. Parce que le futur, au moment où il existe, c'est le présent. C'est-à-dire qu'au moment où vous arrivez sur Terre 40 ans plus tard, en 2040, pour vous, c'est le présent. C'est plus le futur. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, c'est arriver dans un endroit qui a vieilli. C'est pas le futur. Alors oui, c'est cool parce que vous n'avez pas vieilli, du coup, vous allez pouvoir vivre dans un monde plus futuriste, mais c'est pas un voyage. D'abord, vous ne reviendrez pas, et surtout, au moment où vous arrivez sur Terre, c'est le présent. Le futur ne peut être qu'imaginer. On peut potentiellement se dire, ouais, il va se passer ça dans 20 ans, ouais, Macron, on va lui couper la tête dans un an, enfin, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas un fantasme, hein, faut que... Et, non, il faut pas, c'est violent couper les têtes, on va le mettre en prison, voilà, dans un an. Et donc voilà, on peut se projeter dans le futur. Mais au moment où cette chose-là arrive, mettons que, je dis n'importe quoi,
Dans un an, on met 25 politiciens, 27, ça fait, parce que 5 c'est trop, ça fait plus vrai 27. On met 27 politiciens en prison. Voilà, ça s'appellera, comme on a eu la Révolution française, ça sera la grande incarcération nationale. La grande incarcération nationale. Et donc ça arrive dans, mettons, 2 ans. Et oui, parce que ils sont tellement durs à supporter que j'espère que ça va arriver vite en fait. Et on peut en parler, mais le jour où ça arrivera, ça sera le présent, ça sera plus le futur. Donc le futur, c'est juste, on peut se projeter. C'est une expérience, on va dire mentale quoi. On peut imaginer le futur, mais le futur n'existe pas, il n'existera jamais. À partir du moment où vous voyez le futur, à partir du moment où il est concret, c'est le présent. Voilà. Il y a Ogrimjo qui dit on voyage déjà dans le passé en regardant le ciel si on va dans ce principe. Effectivement, en science, alors c'est marrant parce qu'il y a deux principes qui se contredisent tout en étant d'accord. C'est que si vous regardez au loin, vous voyez du vieux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez une étoile dans le ciel, la lumière que vous voyez, elle a été émise il y a peut-être 20 ans. Elle a peut-être mis 20 ans pour arriver jusqu'à vous. Et donc vous voyez du vieux. C'est-à-dire que vous regardez en regardant la lumière, vous voyez du vieux. Mais admettons que vous ayez une très bonne vue. D'accord? Et que vous soyez capable de voir l'étoile qui a produit cette lumière. C'est-à-dire que, en gros, vous regardez le ciel, vous voyez une étoile, et donc ce que vous voyez, c'est juste une lumière. Les étoiles qu'on voit dans le ciel, c'est juste la lumière des étoiles. Donc vous ne voyez pas l'étoile, en fait, vous voyez la lumière de l'étoile. Et mettons, elle a mis, bon, 20 ans, c'est un peu beaucoup, mais quoique, ça dépend où elle se trouve, vu les distances. Mettons qu'elle a mis 2 ans, d'accord? Elle a mis 2 ans. Je sais pas si le soleil, je crois que le soleil, c'est quoi? C'est 2 mois la vitesse. Enfin, c'est un truc énorme aussi. Genre le soleil, si le soleil disparaissait maintenant, il nous faudrait genre au moins 2 mois ou 2 ans. Enfin, c'est un truc énorme hein, pour se rendre compte. Vous voyez? C'est pour vous dire hein, la distance. Et donc mettons que une étoile, l'étoile que je prends en exemple, il faut 2 ans pour que sa lumière vous parvienne. Et je vous rappelle que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km/s. Ça vous laisse imaginer les réelles distances de l'espace. Et donc c'est 8 minutes pour le soleil. Ouais, 8 minutes c'est quand même beaucoup, hein, pardon. Hein. Imaginez là le soleil disparaît. Pendant 8 minutes tout est cool. C'est quand même énorme. Donc voilà. Et 300 000 km/s. Ça signifie que vous faites le calcul. Hein. La vitesse de la lumière c'est 300 000 km/s. En 8 minutes, combien de fois y a-t-il 300 000 km? Vous faites le calcul. Ça vous dit à quelle distance se trouve le soleil. C'est incroyable. Ouais, moi ça me passionne ça. Et donc cette étoile, mettons, elle est vraiment très très loin. Et il faut, bon, c'est un peu beaucoup 2 ans, donc on va dire parce qu'effectivement 8 minutes pour le Soleil, on va dire qu'elle est quand même très très loin. On va dire 1 an, voilà, 1 an c'est bien. Et donc, si vous regardez le ciel, vous voyez sa lumière, d'accord? Et en fait, l'étoile qui a produit cette lumière est très 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 loin. Puisqu'il faut 1 an à cette lumière pour vous parvenir. Donc vous imaginez, enfin, c'est une distance, on sait qu'on n'arrivera jamais, on n'arrivera jusqu'à cette étoile, elle est beaucoup trop loin. Et donc il vous faut 1 an. Donc quand vous regardez cette lumière, vous voyez du jeune. C'est-à-dire que vous voyez une lumière, non, vous voyez du vieux, pardon. Vous voyez une lumière qui a été émise il y a 1 an. C'est pour ça que je prends un temps long pour que vous compreniez, c'est du vieux. C'est-à-dire que vous voyez la lumière que vous percevez, elle a été émise il y a 1 an par l'étoile. Donc vous voyez, ce que vous voyez immédiatement là dans le ciel, si vous êtes capable de voir les étoiles, je ne sais pas où vous vous trouvez, ça se trouve si, je sais pas si vous êtes au Japon, peut-être qu'il fait encore nuit, ou aux États-Unis, on ne sait pas. Pour des gens des couches tard ou des lève-tôt sur le chat. Quoi qu'il en soit, si vous regardez dehors, et si vous regardez ce soir dehors, vous verrez vous regardez les étoiles, la lumière que vous voyez donc a été émise depuis très longtemps. Donc vous voyez du vieux. En réalité, vous voyez une vieille lumière. Mais admettons qu'en plissant les yeux, hein, ce qui ne change rien à la vue en vérité, hein, on parle un peu de ça dans le volume 5 d'Orion. Donc imaginons qu'en plissant les yeux, vous soyez capable de voir l'étoile elle-même. C'est-à-dire que vous regardez intensément et derrière la lumière, vous percevez l'étoile. Donc vous avez vraiment une très très bonne vue, d'accord? Eh bien, en voyant l'étoile, vous verrez du jeune. Vous comprenez? Parce que l'étoile, c'est elle. C'est elle-même. C'est-à-dire qu'en la voyant, vous voyez en fait, donc vous avez une vue incroyablement... vous êtes un super-héros quoi. Hein. Donc en voyant l'étoile, vous voyez la naissance de quelque chose. C'est-à-dire que c'est l'étoile avant même qu'elle vous envoie la lumière. Donc vous voyez du jeune. Donc quand on regarde la lumière des étoiles, on voit du vieux. Mais si on voit la source d'émission, on voit du jeune. Et donc cette façon de penser vous permet de comprendre l'importance de l'espace-temps.
C'est-à-dire que ce que dit Einstein et ce que dit son modèle, c'est que le temps et l'espace sont la même chose. C'est-à-dire que pour aller jusqu'à l'étoile, vous allez consommer du temps, en plus de consommer du carburant. Parce que le carburant, c'est pour la distance, c'est pour vous déplacer. Mais vous allez devoir traverser le temps, en fait. C'est-à-dire que pour aller jusqu'à l'étoile, il va vous falloir donc un an. En allant très très vite, hein, 300 000 km/s, donc vous mettrez plus d'un an. Mettons qu'il vous faudra au moins 2 ans, admettons que vous puissiez aller à 150 000 km/s. Et donc, ce que nous dit Einstein, c'est que pour rejoindre un autre point dans la galaxie, en vérité, il nous faut du temps. Donc le temps et la distance sont indissociables. Voilà. Et quand on comprend ça, ça change beaucoup de choses en fait. Ça change énormément de choses. Ouais, et donc on comprend ensuite déjà davantage le principe de la déformation de l'espace-temps avec la position de la Terre. Le fait que effectivement le temps ne s'écoule pas de la même manière, même si ça peut paraître fou. On comprend aussi que ce qu'on voit est trompeur. Déjà à l'époque quand Galilée disait que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, les gens riaient, hein. Les gens le prenaient pour un fou. Parce que les gens regardaient le ciel et ils voyaient le Soleil se déplacer. C'est comme le principe de la courbure de l'espace-temps. En vérité, la Lune va tout droit. C'est-à-dire que vous la voyez tourner, mais en fait, elle va tout droit. Et oui. Vous savez que si vous prenez un globe, vous prenez une sphère, vous faites un point dessus, et vous tracez un trait jusqu'à l'opposé de cette sphère, d'accord? Ça vous fait un trait qui fait comme une tranche en fait. Et ensuite vous faites un deuxième trait, vous partez du même point. Et vous faites et ce trait il va vous faites le même trait, hein, mais mettons je sais pas à 20 cm du premier. Et en fait les deux traits se rejoignent. Et pourtant ils sont parallèles. C'est là où c'est curieux en fait. C'est-à-dire que la courbure de l'espace-temps fait en sorte que des trajectoires qui paraissent droites, en fait, qui sont droites, vous paraissent courbées à la vue. Et c'est là où ça devient, on atteint un niveau c'est très compliqué. C'est-à-dire que là, après, être capable de comprendre pourquoi la Lune va tout droit alors qu'en vérité on la voit tourner, ça, c'est complexe. Ouais, il y a Zamalgo qui nous parle de géométrie non euclidienne. C'est très très, voilà, c'est particulier d'être capable comme ça de... Ah, il y a Chemki qui me demande avis sur Gunbuster. C'est vrai que dans Gunbuster, c'est la première fois que j'avais vu une fiction qui utilisait le principe justement de la désynchronisation temporelle. Puisqu'on a un personnage qui refuse, une des filles, une des héroïnes refuse de repartir dans l'espace parce qu'elle est amoureuse d'un gars qui a un cancer. Et elle sait que si elle part, quand elle reviendra, il sera mort. Donc c'était joli ça en plus, voilà. Et très bien Gunbuster. Alors moi j'aime bien Gunbuster les premiers, je crois qu'il y a 6 épisodes. Après il y a eu des suites, je suis moins fan. Mais les premiers, je l'ai trouvé assez intéressant parce que pour moi, c'est un peu un précurseur d'Evangelion. Il y avait un côté un peu dépressif. C'est-à-dire que tout n'était pas fun, ce qui leur arrivait. Et il y avait aussi une volonté d'être relativement cohérent scientifiquement. Du coup, c'est très bien Gunbuster. Si vous n'avez jamais vu Gunbuster, c'est bien. Ça peut vous permettre peut-être d'embrasser davantage les théories scientifiques. Voilà. Je vous rappelle que la science, la plupart des équations et autres, on ne peut pas les prouver. C'est-à-dire que la science, c'est en gros, hein, elle détermine ce qui est, elle tente de déterminer ce qui est le plus cohérent. C'est-à-dire que comment on pourrait appeler ça? C'est de la déduction, beaucoup la science. Mais c'est la déduction la plus cohérente. Voilà. Donc du coup la science elle n'a pas du tout peur de se remettre en question, de se contredire, d'admettre qu'il y avait un truc qui marchait plus. C'est tout le contraire, c'est ce qu'elle cherche la science. Elle cherche à être la plus proche de la réalité qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne voit pas la réalité. Comme je vous l'ai dit, Galilée, quand il a dit que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, on l'a pris pour un fou. Parce que tout le monde voyait que le Soleil tourne autour de la Terre. Parce qu'on a c'est le référentiel humain. Le référentiel du point de vue de la Terre, c'est effectivement le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais si vous prenez en référentiel le Soleil, la Terre tourne autour du Soleil. Et si vous prenez en référentiel la Voie lactée, le Soleil tourne autour de la Voie lactée et la Terre tourne autour du Soleil. Donc selon le différentiel, selon le référentiel, pardon, la vision est complètement différente.
Et donc selon avec qui vous parlez, parce qu'il y a des gens à l'école, on leur a appris un référentiel et pas les autres. Donc ils peuvent vous prendre pour un fou. Voilà, quand vous dites que c'est le sol qui accélère vers le haut, c'est-à-dire que quand vous sautez, le sol vous rattrape, c'est le référentiel qui est le référentiel absolu, c'est le référentiel de la, de la gravitation. Donc selon le modèle einsteinien, donc les lois d'Einstein. Voilà. Mais si vous dites ça à quelqu'un qui lui se fie à son référentiel propre, à savoir que quand il tombe, bah, c'est lui qui se déplace. Quand vous lâchez un objet, c'est l'objet qui se déplace. Vous voyez, c'est encore comme le soleil. Il vous dit, bah non, moi je lâche un objet, je vois bien l'objet il tombe, donc c'est l'objet qui tombe. Mais en fait c'est compliqué, parce que c'est pas comme ça que ça marche. À l'échelle universelle, à l'échelle de la galaxie, c'est pas la Terre qui a raison. La Terre c'est qu'un objet posé dans cette espèce de quadrillage, quoi. Il y a Toxico qui dit le fameux débat avons-nous inventé ou découvert les maths. Ça c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais c'est un débat qui souvent commence un peu scientifique et finit métaphysique. Non, et passe par la métaphysique pour finir philosophique. C'est moi, ce sujet-là, je l'ai toujours abordé autrement. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'homme voit le monde ou est-ce que le monde montre à l'homme ce qu'il doit voir? C'est ça la question que je me pose. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un libre arbitre? Je pense que oui, il doit y avoir un libre arbitre, mais j'ai l'impression que pas totalement. Est-ce qu'on est enfermé dans une... moi souvent j'aime bien faire cette métaphore. Est-ce qu'on est dans une sphère? Est-ce qu'on est enfermé, chaque individu, chaque humain, est-ce qu'on est enfermé dans une sphère miroitante? C'est-à-dire que quand on regarde on est enfermé dans une sphère et tout autour de nous c'est un miroir. C'est-à-dire qu'on se voit soi-même. Vous comprenez l'image? C'est-à-dire la seule chose qu'on peut voir c'est nous. C'est-à-dire que notre limite c'est nos sens. J'avais écrit une phrase dans mon livre Pensée laconique qui disait que le corps était l'outil qui permettait de mesurer la réalité. Et ça veut tout dire ça, hein. On a 10 doigts, vous voyez. Je parle juste au niveau des mains, je prends pas les doigts de pied. On a 10 doigts au niveau des mains, c'est le plus important les mains, hein, parce qu'on fait tout avec les mains. La main est sans doute une des parties les plus importantes de l'humain, après son cerveau et ses yeux. Et donc, on a 10 doigts. Donc déjà, c'est intéressant parce que c'est comme si le concept mathématique était déjà en nous. Je pense que les mathématiques, c'est une espèce d'application. Donc c'est bien le terme application maintenant avec les téléphones portables. C'est une sorte d'application cohérente avec nous-mêmes. Les mathématiques nous définissent, autant qu'elles définissent l'univers, etc. Et donc je dirais que on a inventé une interface, mais qui est cohérente avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que l'humain... Alors si je dis les mathématiques, je dis une bêtise parce que le mot mathématique est utilisé pour définir la notion des mathématiques. Et donc je dirais que l'humain... Comment je pourrais le dire? L'humain est quantifiable, on va dire ça. La vie est quantifiable, les atomes sont quantifiables. Je dirais que la nature est quantifiable. Et donc les mathématiques, c'est le moyen que nous avons trouvé pour la quantifier. Donc le débat est complexe, mais je dirais qu'il y a pas de... on peut pas avoir d'avis tranché là-dessus. Je pense que la nature est quantifiable, et du fait qu'elle soit quantifiable, elle nous a incité à inventer les mathématiques. Ah, il y a Passianus qui dit beaucoup de cultures comptent ou comptaient sur une base 12, ne l'oublie pas. Oui, mais peut-être qu'ils se sont trompés. Comme je l'ai dit, la science n'a pas toujours raison. Et tu vois, naturellement, ils en sont venus à 10. Mais les débuts sont souvent chaotiques, hein. Le début, c'est... Il y a beaucoup de choses qu'on pense définitives, et on a tort. Par exemple, la naissance de l'univers, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le Big Bang, etc. Mais c'est très compliqué. Moi, je pense qu'il y a bien une chose qui va évoluer avec le temps, c'est notre compréhension de ce qu'on appelle la naissance de l'univers. J'ai une phrase, encore une fois, dans mon livre Pensée laconique, qui dit un début n'est bien souvent qu'une suite. Voilà. Et cette phrase parle de tout ça. C'est une phrase que je jugerais philosophico-métaphysique. C'est-à-dire qu'un début n'est bien souvent qu'une suite. Moi, je considère que s'il y a un Big Bang, il y a un truc avant. C'est que le Big Bang, c'est le résultat d'autre chose. Donc je crois pas trop à la naissance de l'univers. Je crois à l'évolution, par contre.
Je pense que ce qu'on appelle le Big Bang est l'évolution d'autre chose. Mais je ne crois pas à quelque chose qui jaillit du néant comme ça. Voilà. Mais là, c'est de la croyance, hein. C'est un avis personnel, hein. Ouais, Sourium French dit un truc très intelligent. Il dit c'est dingue comme ça rend humble de se rendre compte qu'on ne connaît presque rien du monde qui nous entoure. Mais absolument. Vous savez, il y a une phrase qui est tendance sur les réseaux sociaux que j'aime bien voir et lire de temps en temps parce qu'elle est tout à fait vraie et qu'elle parle autant de nous, de la science que de la politique et que des médias. C'est une phrase qui dit le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Moi, j'aimerais rajouter le mensonge est un tweet qui prend l'ascenseur. La vérité est un livre qui prend l'escalier. C'est-à-dire que la vérité, c'est compliqué. Parfois, pour comprendre la vérité, il faut étudier pendant un an. Pour les sciences et autres, pour bien les intégrer, il faut un temps fou, quoi. Alors qu'un mensonge, la force du mensonge, c'est qu'il arrive à vous convaincre directement. C'est pour ça que je me méfie de tout ce qui est simple, en fait. Tout ce qu'on nous dit qui a l'air trop simple, je m'en méfie. Comme je me méfie de tout ce qui est grégaire, tout ce qui réunit, tout ce qui fédère. Je me rends compte que j'ai du mal avec tout ce qui fédère, parce qu'en général, je suis pas d'accord avec ce qui fédère. Voilà. C'est que j'ai jamais été d'accord avec les grands succès. Les gens disent waouh, quand tout le monde est d'accord pour dire que tel film c'est le meilleur, ben je suis pas d'accord du tout. Je vois pas en quoi le film est le meilleur. Et je me dis en fait on est malade, on est grégaire. À partir du moment où c'est South Park qui en parlait bien quand il parlait des boys bands. Parce que moi les boys bands j'ai jamais compris comment on pouvait trouver ça bien. Voilà. Qu'ils soient coréens, français, ça change rien. Pour moi tout ça c'est du vide intersidéral. Et dans South Park, il y a un moment, il y a un des enfants qui pose la question à un de leurs pères, c'est Randy, c'est le père de Stan. Et il lui dit, mais pourquoi ça marche les boys bands? Ce qui est déjà très malin, je trouve, en termes de critique. Comment ça se fait que les gens aiment ça? Et Randy, qui a été en fait, il était chanteur dans un boy band, ou il était musicien, je sais plus, dans un boy band, et il dit, bah on n'a jamais compris, nous non plus. Tout ce qu'on sait, c'est que si on met 3 filles sur le devant de la scène et qu'elles crient ensemble, tout le monde se met à crier. Donc ce que nous disait South Park intelligemment, c'est que tout ça, ce sont des effets grégaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où beaucoup de gens aiment quelque chose, beaucoup d'autres vont aimer. Voilà. Je suis convaincu, mais vraiment convaincu, que si on prenait aujourd'hui une œuvre très populaire, et qu'on pouvait effacer dans la tête des gens le fait qu'elle soit populaire, mettons One Piece au hasard, hein, si on pouvait effacer dans la tête des gens le fait qu'elle soit populaire, et si elle repartait à zéro cette œuvre, c'est-à-dire que si on la posait comme ça, elle reste ce qu'elle est, mais les gens oubliaient qu'elle était populaire, je suis convaincu qu'elle tomberait totalement dans l'oubli. Voilà. On est grégaire. C'est-à-dire qu'on aime des choses parce que d'autres les aiment. Alors attention, il ne faut pas tomber dans le contraire. Hein. Il ne faut pas détester les choses parce que les autres les aiment. Hein. Non, non. Moi, il y a des trucs que j'aime que beaucoup de gens aiment. J'aime jouer aux jeux vidéo. Hein. On est des millions, peut-être des milliards à aimer les jeux vidéo. Voilà. Donc je ne vais pas détester les jeux vidéo parce que tout le monde y joue. Non, non. Donc ça n'a rien à voir. Mais il ne faut pas se fier. Vous savez, quand on vous dit oh là là, je sais pas, tel rappeur français, ça je le vois beaucoup, tel rappeur français, c'est vraiment une sommité, qu'est-ce qu'il est doué, tout le monde l'aime. Faut pas vous laisser avoir par ça. C'est pas parce que vous lisez que quelque chose est bien que c'est bien. Il faut que vous soyez toujours sceptique et méfiant. Voilà. Et donc tout ce qui fédère, méfiez-vous-en. Rappelez-vous que le nazisme a fédéré en Allemagne, par exemple. Je prends un truc fort pour que vous compreniez, mais Macron a fédéré du monde. Voilà. Le Front National fédère. Donc méfiez-vous de ce qui fédère. Méfiez-vous de ce qui fédère. En général, ça cache une entourloupe. Et il est 13h08. Je fais un dernier tour sur le chat et on va se laisser là. Il y a la chèvre qui est née qui nous dit « C'est drôle de voir que les maths transforment des concepts incompréhensibles pour nous, comme la 4ème dimension d'espace, en concepts totalement logiques et quantifiables. » Oui, tout à fait. Les maths et les graphiques, parce qu'on peut aussi exprimer alors même si c'est compliqué, les 4 dimensions, on peut les exprimer, on peut tenter de les exprimer par un graphique. Enfin, les 3 dimensions, c'est facile. Pour la 4ème dimension, souvent, on crée des... C'est un peu comme un film, c'est un peu comme de l'animation, on crée des frames. C'est-à-dire qu'on prend l'image en 3 dimensions et on la dédouble. Enfin, on la démultiplie. C'est-à-dire que pour montrer le temps, imaginez le Rubik's Cube, vous voyez. Imaginez un Rubik's Cube, vous voyez ce que c'est un Rubik's Cube? Vous prenez un Rubik's Cube vide. C'est-à-dire que vous enlevez les couleurs, d'accord? On voit à travers. Donc il ne reste plus que le quadrillage. Et il est en 3 dimensions. Si vous le faites tourner, vous voyez le quadrillage sous tous les angles. Et là, vous voyez de la 3 dimensions.
Eh bien, pour signifier la quatrième dimension, il va falloir, je vais dire cloner, mais il faut reproduire un deuxième Rubik's Cube, puis un troisième, un quatrième, etc. Et en fait, cette ligne de Rubik's Cube, c'est la quatrième dimension. Voilà. Donc on peut graphiquement... Là-dessus, on n'a pas besoin des maths. En fait, les maths, c'est un peu... vous voyez comment fonctionne une chauve-souris? Une chauve-souris, en fait, elle est aveugle. Et elle envoie des vibrations, elle envoie des ondes qui lui reviennent. Et ça lui permet de savoir si elle a des obstacles en face d'elle. Et bien, les mathématiques, c'est exactement ça, chez l'être humain. L'être humain est capable de mesurer la masse d'une étoile qui se trouve à des distances où aucun objet matériel ne pourrait parvenir. Pourquoi? Parce que par le biais des équations, on étend notre savoir. Si les équations sont capables, par exemple sur Terre, de nous permettre de savoir la masse de tel objet, parce qu'on peut mesurer par rapport à son déplacement, par rapport à sa taille, par rapport à tout un tas d'objets, par rapport à tout un tas de données, si on est capable de le faire sur Terre, on peut ensuite l'étendre à l'extérieur de la Terre. Et donc c'est un peu comme la chauve-souris, l'humanité qui est relativement... En vérité, on est aveugle. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qu'on voit est faux. C'est-à-dire que en vérité, la nature nous ment. J'avais fait une introduction d'une objection comme ça, où je vous expliquais ça. La nature nous ment. Et donc, comme elle nous ment, on utilise cette... en gros, on est aveugle. L'humanité est une chauve-souris. J'espère que les scientifiques ne passeront pas par là, parce que je vais me faire taper sur les doigts. Mais l'humanité est une chauve-souris. Et par le biais des mathématiques, elle envoie des ondes qui lui permettent de voir l'univers. C'est exactement ça. Sauf qu'il y a des chauves-souris qui refusent les ondes. Parce que ça demande du travail d'analyser les ondes, de les envoyer, de les analyser. Et elles veulent rester aveugles. Et elles préfèrent s'inventer un monde dans leur tête. Et se dire que voilà, en fait, il y a une chauve-souris barbue au-dessus d'un nuage. Et que c'est elle, en fait, qui fait apparaître les étoiles, qui fait apparaître les smartphones, qui fait rouler les voitures, qui fait voler les avions. Voilà. Il y a des chauves-souris qui sont heureuses d'être aveugles. Alors on peut pas les en empêcher, hein. Si elles sont heureuses, c'est ce qui compte. À partir du moment où elles viennent pas vous voir en disant tu sais c'est cool d'être aveugle, ça va. À partir du moment où... Parce que c'est quand même beau, vu le laps de temps assez court qu'on a tous, notre temps de vie, c'est quand même beau d'essayer de dépasser, on va dire, la prison matérielle dans laquelle nous enferme la nature. Je trouve ça beau d'essayer de... Même si on n'aura pas appris grand-chose, moi, quand je vais mourir, je serai un peu plus heureux, en fait. J'aurai l'impression de... Je vous l'ai déjà dit, désobéir, c'est la plus belle chose qui soit, en fait. Et j'ai posté sur Twitter là, récemment une phrase où je disais la désobéissance nous enseigne ce que l'obéissance nous épargne, à commencer par le courage. Bah, ça parle aussi de science, vous voyez. Donc je vous la redis, la désobéissance nous enseigne ce que nous épargne l'obéissance, à commencer par le courage. Parce que désobéir, c'est aller contre la doxa, contre ce qui est admis. C'est aller contre même la nature. C'est-à-dire que désobéir à ce que nous montre la nature, à savoir le soleil qu'on voit dans le ciel qui traverse la voûte céleste et qui tourne autour de la Terre, refuser ça alors qu'elle nous le montre, la nature. Refuser ça, c'est lui désobéir. Je trouve que c'est beau de désobéir à la nature. Voilà. Les gens qui boivent, les gens alcooliques, ils obéissent à la nature. Parce que quand tu bois de l'alcool, ça envoie des... en fait, tu as des... en fait, l'alcool va créer quelque chose dans ton organisme qui va produire une addiction. Et donc tu obéis la nature. La nature te rend addictive à l'alcool. En fait, la nature, elle est pas folle. Si on a faim, c'est une forme d'addiction, hein, la faim. Si on a faim, c'est parce qu'il faut se nourrir. Et donc on est obligé de se déplacer pour aller manger. Mais c'est la nature qui le veut, ça. La question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi la nature fait manger les animaux? Est-ce qu'en fait, les animaux sont juste des créateurs de terreau, en fait? C'est-à-dire que la nature, tout ce qu'elle veut, c'est que l'animal mange en se déplaçant. Du coup, il crée des excréments qui vont nourrir les plantes. Vous voyez? Il y a une espèce de... C'est une grande chaîne, comme ça, une chaîne naturelle. En fait, elle nous pousse juste à nous déplacer, à manger, à produire des excréments. C'est intéressant, ça. Donc, en fait, on ne sert pas à grand-chose. Donc, nous poser des questions sur savoir combien il y a de planètes, combien il y a d'étoiles. 100 milliards, hein, je crois. Je crois qu'à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, on a compté, si je dis pas de bêtises, hein, je crois qu'il y a 100 milliards d'étoiles qui sont répertoriées dans l'espace. Et 100 millions de trous noirs, il me semble. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a quasiment pas de trous noirs. Quand on dit à quelqu'un il y a 100 millions de trous noirs, il fait What?
Ouais, ouais, en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vos chances de croiser un trou noir sont infimes. C'est hyper rare, hein, 100 millions. Voilà. À côté, 100 milliards d'étoiles. Vous voyez la différence? Bon, c'est intéressant tout ça. Et bah, j'espère que vous aurez retenu quelques petites choses. Je n'ai pas l'orgueil de penser vous apprendre quoi que ce soit, hein, aujourd'hui. Il vous suffit d'aller sur YouTube ou d'ouvrir des bouquins. Tout ça est écrit. Ça se trouve n'importe où, hein, ces connaissances-là. Il y a Paisible qui dit: moi, ça me fatigue de manger, c'est une perte de temps. Tout le processus, c'est du temps perdu que je n'aurais pas pour la création et d'autres choses. Bah ouais, mais dormir, c'est pareil, hein. Mais la nature nous oblige à le faire. Dormir, c'est pour vivre plus longtemps. La nature nous oblige à être économe sur notre vie. Elle nous oblige à manger, donc pour produire manifestement des excréments. Donc en gros, nous faisons partie de ces races, de ces vies qui produisent les plantes. Donc pourquoi, je ne sais pas, faudrait longuement discuter. Mais nous, les humains, désobéissant à la nature en tentant de comprendre comment elle fonctionne. Ce elle tente de nous empêcher de faire, hein, je vous le redis, si vous sautez, vous êtes rattrapé par le sol. Vous n'avez pas le droit de vous libérer. Voilà, nous sommes prisonniers de la mobilité, et pas de l'immobilité, de la mobilité du sol. Puisque l'immobilité, c'est de tomber, hein. Je vous rappelle que si vous faites tomber un accéléromètre, il est à 0. Si vous le posez sur une table, il est à 9,8. Et il y a Clem qui dit mais ça reste un plaisir de manger. Mais le plaisir, c'est une manipulation, hein. C'est joli. Alors pour ceux d'entre vous qui sont hétéros, ça marche aussi pour les autres, hein, mais je prends l'exemple, je dis à une fille, hein, mais si vous êtes homosexuel, vous remplacez fille par garçon, on se comprend. Donc si une fille est belle, c'est pas parce qu'elle est belle, hein, c'est parce que la nature vous la rend belle, hein. C'est parce que la nature veut que vous procréez. Elle vous pousse à la procréation. En vérité, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous agacer, mais en vérité, puisque ce n'est pas ce qu'on voit, à savoir que le soleil tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du soleil, puisque la nature nous ment là, elle nous ment aussi pour la beauté. En vérité, les filles sont... bon, je vais faire un jugement de valeur, mais ce que je dis est faux, hein. Mais en vérité, c'est des monstres, en fait. Elles sont immondes, elles sont hyper moches. Ce qui n'est pas vrai, puisque je fais un jugement de valeur, c'est-à-dire que c'est l'opposé de la beauté. Et donc, puisque j'allais vous dire, la beauté n'existe pas, au sens où c'est la nature qui décide de nous montrer, de nous rendre une femme belle pour qu'on procrée. Mais encore une fois, on est guidé. Le plaisir, en fait, c'est des ordres, le plaisir. C'est pour ça que des gens, des gens se saoulent, c'est pour ça que des gens aiment tuer, c'est pour ça que des gens aiment forniquer. C'est-à-dire que c'est un ordre, le plaisir. C'est pas nous, on choisit pas, en fait. Si on obéit au plaisir, on obéit à la nature. Voilà. Ça m'a dit, qu'est-ce que le beau, vous avez 4 heures. Ben voilà. Le beau, c'est un ordre qui vous est envoyé par la nature. Moi, j'ai pas besoin de 4 heures, hein. Le beau, c'est la route sur laquelle vous roulez, en fait. Parce que si vous sortez de la route, vous risquez d'avoir un accident, on est d'accord. Donc vous suivez les courbes de la route, comme votre regard suit les courbes féminines. C'est la même chose. Pour ne pas sortir de la vie, pour ne pas être hors la vie. Et donc pour avoir une femme, des enfants, pour procréer. Vous obéissez à la nature. Et sur un point, je dis le libre arbitre n'est pas libre du coup. Absolument. Le libre arbitre, en fait, il est absolument... c'est un référentiel absolument humain. Le vrai libre arbitre, c'est celui qui se détache de l'humanité. C'est celui qui n'obéit pas aux lois de la nature. Moi, je pense que la nature ne nous pousse pas. Je vais dire un truc étrange, mais je crois pas que la nature nous pousse à être des scientifiques. Je pense qu'un scientifique, c'est un peu comme un philosophe. C'est quelqu'un qui est hors du monde. Je vais dire un truc qui n'est pas tout à fait vrai, mais beaucoup de scientifiques sont barrés en fait. Ouais, vous prenez Dirac. Dirac, c'est un... Je vais vous donner un exemple. Souvent, je vous raconte cette histoire de Dirac. Je vous dis, Dirac, il est dans un train avec, je crois que c'est Paoli qui est en face de lui, un autre scientifique. Et Paoli dit à Dirac... parce que Dirac ne parle pas. En Angleterre, il y a une mesure. La mesure du silence dans la parole, c'est le Dirac. C'est le nom du scientifique. Dirac, c'est quelqu'un qui ne parlait pas. C'est le scientifique absolu. C'est-à-dire que son esprit est absolument purement scientifique. Et un exemple, c'est que je vous l'ai déjà raconté, Paoli dans le train, je crois que c'est Paoli, ouais, il dit, pour essayer d'amorcer une discussion, il voit des moutons dans un pré, à travers la fenêtre, hein, ils sont dans un train qui roule, et il dit à Dirac, oh regardez Dirac, des moutons. Les moutons sont tondus, ils ont été tondus. Il dit, oh regardez, les moutons ont été tondus. Dirac se penche, il regarde les moutons, et il dit, en tout cas de ce côté-là. Voilà. Donc c'est un scientifique. Il y a un autre exemple, c'est Dirac qui démontre une formule mathématique à toute une classe.
Il y a tout un tas de scientifiques qui sont là, qui le regardent, et il est devant un tableau et il note les équations. Et donc il est en train de noter toutes les équations, et il est très très fort, Dirac. Et donc il y a un des scientifiques qui comprend pas. À un moment, il est perdu. Il n'arrive plus à suivre. Je crois que c'est des mathématiciens, vous voyez. Et il lève la main, donc Dirac se retourne, et il dit à Dirac, et il explique à Dirac, bah, je ne comprends pas comment vous passez de la ligne 2 à la ligne 3. Il y a un silence, et Dirac continue ses équations. Donc tout le monde est un peu gêné, personne ne comprend ce qui se passe. En fait, le mec a dit à Dirac, je ne comprends pas. Et Dirac ne peut rien y faire. Si le mec ne comprend pas, c'est qu'il n'a pas le niveau, c'est tout. C'est tout. Donc c'est... Voilà. C'est Dirac. Et c'est pas méchant, hein, de sa part. C'est que Dirac est comme ça. Vous lui dites un truc, il le prend scientifiquement. Vous lui dites je comprends pas, c'est une information pour lui, c'est pas une question. C'est vous lui dites je comprends pas. Très bien. Ouais, c'est ça l'esprit scientifique. Et l'esprit scientifique, du coup, bah, vous voyez, c'est pas social. Si vous faites ça, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous êtes asocial si vous faites ça. Parce que la sociabilité, c'est de sourire à son prochain, d'être aimant envers lui, de le soutenir. Dirac n'était pas comme ça. Et la nature, du coup, n'encourage pas ça. La nature nous encourage à nous aimer, à nous reproduire, à être amis parce qu'il faut être fort dans l'adversité. Pour construire, il faut être soudé. Et celui qui n'est pas comme ça, vous voyez, le scientifique, lui, Dirac échappait à la nature. Voilà. Donc, ça vous explique ce qu'est le beau, ça vous fait comprendre ce qu'est la beauté, ce qu'est une femme, ce qu'est un bel objet, ce qu'est un beau graphisme dans un jeu vidéo. Ouais. Ce qui est une belle voiture, tout ça, c'est vous obéissez à la nature. Voilà. Le plaisir, c'est un ordre de la nature. C'est une façon de vous guider. D'ailleurs, la nature ne veut pas que vous perdiez un membre, parce que vous serez moins productif. Du coup, si vous vous coupez, ça fait mal. La nature ne veut pas que, elle ne veut pas que vous vous mettiez hors service. Donc, c'est-à-dire que si vous vous tuez, les gens qui se suicident sont contre nature. Ils arrivent à lutter contre leur nature, contre ce que leur dit la nature. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se sortir de... C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, le suicide, moi. Parce que justement, c'est une forme c'est un peu comme un scientifique ultime, le gars qui se suicide. Il arrive à accéder à un élément qui lui est interdit par la nature. Donc le suicide, c'est un truc incroyable. La folie aussi. Les gens qui deviennent fous désobéissent à la nature. Parce que la nature vous demande d'être bien ordonné, c'est l'ordre, la nature. Et de faire les choses de manière carrée. Donc devenir fou, c'est désobéir à la nature. Vous devenez inutile. Se suicider ou devenir fou, c'est devenir inutile à la nature. Et donc ça, c'est assez incroyable. Donc je pense que le plus grand des scientifiques sera un fou. Un jour. Ou un suicidaire. Voilà. Bah, c'était Majorana. Majorana, c'est un très grand mathématicien, un grand scientifique. Et Majorana, il s'est suicidé. Enfin, on n'a jamais retrouvé son corps. Voilà. Majorana, il a pris un bateau, il n'est jamais arrivé à destination. Et ils ont fait des recherches, ils l'ont jamais retrouvé. Et il a écrit une lettre, l'histoire est longue, c'est très compliqué. On sentait qu'il voulait se suicider, mais en même temps, c'est pas clair. Donc, du coup, il y a encore des tas de... Il y a des tas de personnes qui s'imaginent, il y a des gens qui disent ouais, il est toujours vivant, enfin on sait pas. Majorana. Voilà. Oui, il y a Tacos qui dit Rick, sinon il est suicidaire. Tout à fait. Alors désolé parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le personnage de Rick. Les féministes ne l'aiment pas parce que Rick, c'est un peu l'image viriliste. Vous voyez, il lâche des rots. Il a aucun amour pour les autres, etc. Mais pourtant, scientifiquement, son écriture est pas stupide. C'est pas bête. Il est hors des normes. Et Rick est... D'ailleurs, la preuve, c'est que il désobéit totalement à la nature au sens où il n'a aucun plaisir. C'est un dépressif, en fait, Rick Sanchez. Et il y a un épisode où il prend du plaisir. Et c'est un épisode, pour prendre du plaisir, il lui faut une planète entière, avec un être qui est capable de manipuler toutes les femmes de cette planète. Et il faut qu'il se retrouve dans un stade avec des milliers de femmes autour de lui. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il obéisse à la nature, il faut que la nature soit hyper forte. C'est-à-dire que c'est pas une femme qui va le séduire. Eric Sanchez, il lui faut, je sais plus, c'était 4000 femmes dans un stade.
Et des rousses, alors en plus il est précis. 4000 rousses dans un stade, et il fait des ébats amoureux avec ça. Plus des hommes, enfin c'est compliqué en plus, donc c'est très étrange. Voilà. C'est donc c'est ce que nous dit la fiction autour de Rick Sanchez, c'est c'est qu'en fait c'est un grand malade. C'est-à-dire qu'il n'a aucun plaisir. Voilà pourquoi quand les choses deviennent normales autour de lui, quand il ne vit pas d'aventures folles ou autre, il a envie de se suicider en fait. Parce qu'il n'est pas d'accord avec la notion de plaisir qui nous est inculquée par la nature pour nous manipuler. Donc oui, c'est un cerveau. Alors la question, je sais pas s'il est intelligent ou pas. Enfin, la question n'est pas là, c'est compliqué l'intelligence. Mais c'est un cerveau ultra scientifique, oui, en termes de descriptif. Étonnamment, Eric Cartman, qui pareil est un petit peu hors de la nature, du fait c'est un malade, hein, c'est un grand malade, hein, Eric Cartman. Mais Eric Cartman pourrait, parce il a un côté un peu psycho en fait. Mais après, le problème, c'est que Eric Cartman, il est absolument assujetti au plaisir, en fait. Il obéit à la nature. Déjà, il mange beaucoup, hein, il est obèse. Ensuite, il est quand même très très tourné vers lui. Contrairement à ce qu'on dit de Rick Sanchez, ne l'est pas. On dit ça de lui, les personnages le trouvent égoïste, etc. Mais en fait, il n'est pas égoïste. C'est le contraire, en fait. Il s'occupe même pas de lui en fait. Parce qu'un égoïste il est tourné vers lui, mais Rick Sanchez il est tourné vers la science, etc. En fait il se fout même de sa propre personne. Ce qui n'est pas le cas de Cartman, qui est un vrai égoïste. Cartman il fait tout pour lui. Voilà, c'est le contraire. Enfin pour moi c'est presque un contresens. Ouais. Donc il est quand même vachement... si en fait il obéit quand même beaucoup à la nature. Parce que quand on est égoïste on est quand même vachement assujetti à la nature. Hein, parce qu'on s'aime en fait. Et donc si on s'aime, on se prend pour ce qu'on n'est pas et donc on ne pense pas intelligemment. Lisez un livre de Bernard-Henri Lévy qui s'aime beaucoup. Vous allez souffrir. Hein. Il y a zéro réflexion hein, là-dedans. Vous avez aussi Einthoven qui est devenu comme ça. D'ailleurs les deux se connaissent et à mon avis l'un a dû influencer l'autre. Einthoven c'est pareil. Lisez un livre d'Einthoven, le mec il est absolument tourné vers lui, c'est horrible. C'est terrible. Il y a zéro réflexion, hein, vraiment zéro. C'est absolument pas agréable à lire. Et oui, pour réfléchir, il faut lutter contre la nature. Donc il faut pas lui obéir. Et donc en général, il faut être un peu malheureux, quoi. On va le dire comme ça, c'est un peu cliché, mais il faut être un petit peu, il faut être décalé. Voilà, peut-être pas malheureux, mais décalé. Einstein était très décalé, mais il était heureux, hein, Albert Einstein. Il était très décalé. Mais lui, ça le rendait heureux d'être décalé. C'est ça le décalage. C'est-à-dire que son plaisir à lui. D'ailleurs, quand les scientifiques en parlent souvent, ils le font en riant. Quand ils parlent de sa vie, Einstein il dit que sa plus belle expérience dans la vie, la plus belle part de sa vie, c'est le jour où il a découvert qu'en tombant en arrière avec sa chaise, il ne sentait pas le poids de son corps. Il appelle ça l'expérience la plus heureuse de sa vie. Alors qu'il s'est marié, etc., il y a eu des enfants. Hein. Mais l'expérience la plus heureuse de sa vie, c'est ça. Donc, vous voyez qu'il est décalé. C'est-à-dire que, étonnamment, il utilise les armes de la nature contre elle. Puisque la nature nous procure du plaisir pour nous manipuler, Albert Einstein, qui devait avoir un cerveau un peu particulier, pas forcément surpuissant ou différent des autres, non, non, mais il avait ce petit décalage, c'est qu'Albert Einstein, il avait du plaisir à découvrir des choses que la nature nous cachait. Donc Albert Einstein, c'est un peu un virus, c'est un humain contre nature. C'est-à-dire que la nature, qui n'est pas toujours très juste dans ce qu'elle fait, de temps en temps, elle fabrique une arme à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle fabrique une arme qui va la trancher elle aussi. C'est-à-dire que la nature la nature, elle essaye toutes les possibilités, tous les assemblages, toutes les combinaisons. Il y a toutes les formes de vie qui existent. Il y a des formes de vie que vous ne connaissez pas, qui sont complètement folles, voilà, dans les abysses et autres. Et donc elle essaye tout en fait la nature. Et de temps en temps, elle fait un truc qui autant elle fait des trucs qui parfois lui sont complètement inutiles. Du coup, elle peut aussi faire des choses qui sont contre-productives. Et pour elle, de son point de vue, Albert Einstein est contre-productif pour la nature. Parce que Albert Einstein comprend lui, son plaisir, c'était de comprendre les rouages de la nature. Donc pour la nature, c'est un problème, Albert Einstein. Parce qu'Albert Einstein, c'est le gars qui en fait voit les fils, les fils de la marionnette, et il tire dessus pour voir la main qui tient les fils, quoi. Et la nature, elle veut pas. Elle veut pas qu'on voit les fils, elle veut pas qu'on s'occupe de sa main. Voilà. Alors Soyun French dit quand on éprouve, c'est une question, et après on arrête là. Quand on éprouve du plaisir à acquérir de nouveaux savoirs, on est normal ou décalé? Alors, c'est très compliqué, parce que tu peux croire que tu es décalé, mais tu peux te tromper en croyant ça, parce qu'il y a des gens qui, en acquérant
de nouveaux savoirs, comprennent qu'ils deviennent supérieurs aux autres, intellectuellement, et leur plaisir est un plaisir égotiste qui leur fait croire qu'ils sont plus intelligents que les autres. Donc, c'est compliqué le plaisir. Il y a des gens qui, croyant avoir du plaisir parce qu'ils découvrent des choses, ont en vérité le plaisir de savoir qu'ils savent des choses que les autres ne savent pas. Un peu comme un mec qui s'achète une belle voiture, qui croit avoir le plaisir d'avoir acheté une belle voiture, qui en fait s'achète un privilège qui lui fait plaisir, parce que les autres ne peuvent pas s'acheter ce privilège. Et il y a des gens qui sont incapables de savoir réellement pourquoi ils ont du plaisir. Je peux vous dire un truc, c'est que vous savez, une belle voiture, une belle montre, donc c'est ce qu'on appelle je crois que c'est des produits de positionnement, si je suis juste. Les produits de positionnement, ce sont des produits qui sont faits pour indiquer à la société que vous n'êtes pas un individu lambda. Mais ça signifie pas que vous en avez conscience, hein. Attention, hein. Je dis pas qu'un mec qui s'achète une belle voiture ou une belle montre, il l'achète pour dire à tout le monde, vous avez vu, moi j'ai une belle montre, vous êtes des bouseux. Non, je dis pas ça. Je dis que l'essence et l'existence de cet objet a été... l'existence de cet objet ne tient qu'à une chose. Parce qu'une montre qui coûte, je sais pas, 100 000 fois le prix d'une autre, elle n'est pas, pas bien meilleure qu'une autre, hein. Enfin, je peux vous assurer qu'une montre à 100 euros est aussi valable qu'une montre à 300 000 euros, hein. Ça, je peux vous l'assurer. Mais, psychologiquement, c'est pas la même chose. Psychologiquement, la montre à 300 000 euros, tiens, je prends 300 000, donc la vitesse de la lumière. La montre à 300 000 euros, c'est une montre qui, lorsque vous l'achetez, vous permet de valider pour vous, d'être sûr matériellement que vous n'êtes pas commun. Donc c'est pas très sain, et pourtant ça obéit totalement à la nature, parce que c'est égotiste. C'est-à-dire qu'en achetant des objets que les autres ne peuvent pas avoir, même si vous ne les achetez pas parce que vous avez envie de leur signifier qu'ils ne peuvent pas l'avoir, le fait de pouvoir les acheter fait de vous un égotiste. C'est-à-dire que vous vous souciez de ce que vous êtes et de l'image que vous renvoie ce que vous possédez. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous vouliez, en vous levant le matin et en voyant que vos meubles sont faits en or massif, vous vous sentez bien, donc c'est le plaisir, parce que à l'instant où vous ouvrez les yeux, vous reprenez conscience, parce que dans la nuit, vous oubliez, voyez, vous dormez, ça vous arrive jamais de vous réveiller, de vous dire merde, où est-ce que je suis? Ça vous est jamais arrivé de vous réveiller dans votre lit et pendant un instant, vous avez eu l'impression de vous réveiller sur un canapé ou la nuit, votre cerveau, en fait, remet les pendules à l'heure, comme on dit, remet tout à zéro. Et donc, quand vous ouvrez les yeux et que vous voyez que vous avez votre belle montre, que vous voyez votre placard en or massif, et votre montre et votre voiture, vos 25 voitures autour de chez vous, vos 25 Ferrari, à cet instant-là, vous avez une bouffée de plaisir parce que vous vous rappelez que vous n'êtes pas comme les autres. Et oui. Et c'est pas pour faire du mal aux autres, hein. Emmanuel Macron, c'est pas pour faire du mal aux autres qu'il pense être un élu, qu'il pense être un élément hors du commun. Emmanuel Macron pense être ce bébé qui n'était pas comme les autres bébés. Quand il est né, il avait cette destinée, il avait cette... Et c'est pas pour faire du mal aux autres, hein, mais il en est convaincu et lui, ça lui fait du bien d'être comme ça. Et c'est une forme de faiblesse, en fait. L'égotisme, c'est une forme de faiblesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie de briller par ce qu'on achète, c'est-à-dire parce qu'on colle sur soi, c'est-à-dire une belle voiture, etc., alors ça se raconte aussi autre chose. Ça signifie qu'on est incapable de briller par soi-même nu. En fait, un individu brillant, un individu vraiment fort, c'est un mec que vous êtes à poil devant vous et qui va vous passionner. Pas parce qu'il est nu, hein, c'est pas parce que... quand je dis à poil, c'est une image. Habillons-le de sac de patates. On l'habille de sac de patates, vous voyez. Et le gars, vous allez parler avec lui, vous allez le trouver lumineux. Ça, c'est une personne, ça vaut tout l'or du monde, ça, en fait. Et même, ça vaut plus que l'or du monde. L'or ne vaut rien à côté de ça. Cette personne est une personne brillante, qui vous apprend des choses, qui vous donne envie de grandir. À côté de ça, vous avez des gens qui, eux, ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas capables d'être cette personne brillante. Donc, pour faire illusion, ils se couvrent d'or. Parce qu'en se couvrant d'or, ils sont brillants. Voilà, ça coûte très cher. Et surtout, ils disent, voilà, moi je suis couvert d'or, je suis quelqu'un de brillant. Mais non, ça marche pas comme ça. Voilà, moi j'ai jamais été épaté par quelqu'un qui me disait ouais, j'ai un Boeing, je possède 50 villas, je sais pas moi, à Monaco, je m'en fous quoi. Voilà. D'ailleurs mon petit esprit d'humain calculateur et perfide se dit ah,
Il faut que je sois pote avec lui, il pourrait produire un animé pour Orient, vous voyez. C'est tout. Mais lui, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous complètement du gars. Mais je me dis, ah ouais, il a tellement d'argent que peut-être que... Je me leurre, hein, parce que les gens qui ont beaucoup d'argent sont encore plus radins que ceux qui n'en ont pas. Mais je me leurre, mais je me dis, ouais, peut-être qu'il y aurait moyen de lui vendre un projet, quoi. Voilà. Bon allez, il est 1h34, on va se laisser là. Je vais aller lire les crédits, comme toujours. Je vais aller voir un petit peu qui, qui m'a suivi ou qui a subventionné ce live. C'est important ça. Parce que sans eux, évidemment, ce live n'existerait pas. Donc évidemment, je me suis levé, je vous raconte tout. Là, je suis à mon bureau maintenant. Alors, on va revenir à il y a 7 jours. Oula, ça c'est loin, 14 jours, non. Il y a 7 jours, voilà. Ah bah c'est bien, il y a peu de monde. Ça va être un petit staff. Alors, il y a 13 heures, j'ai été suivi par Archivinyle. Donc, merci Archivinyle. Merci à toi. Il y a 2 heures, il y a Shadow qui a renouvelé son abonnement. Voilà, donc merci à toi Shadow. Ça me fait plaisir, puis surtout, voilà, ça permet au live de continuer d'exister. Tiens, c'est drôle. Sur mon... là, pendant que je vous parle, je vois j'ai comme vous, j'ai mon écran. Et mon écran, il est étrange. Je pense que c'est un bug de mon... Si vous voulez, je vois... Vous savez, Live, mon écran titre. Je vois mon écran titre déformé par l'animation de l'écran que vous voyez actuellement, qui est l'écran de Street Fighter 6. Donc c'est très curieux ce que je suis en train de voir. Mais bon, on va oublier. Il y a 1 heure, j'ai été suivi par Turrican, donc sans doute un grand fan des musiques, enfin j'espère, de Chris Hulsbeck, le compositeur des musiques de ce formidable jeu qui a fait les belles heures de l'Amiga 500. Et il y a Artalis, alors voilà, qui se distingue, qui a offert 5 abonnements. Voilà, donc je te dis 5 fois merci, même un peu plus Artalis. Je te dis merci pour tout. Voilà, donc merci Artalis, qui est le héros du jour. Voilà, ça me fait plaisir. Et puis j'espère que les autres ont conscience que c'est grâce à toi que ce live est là et que je suis là. Voilà, voilà. Je reviens du coup. Et oui, vous le savez, avant de vous dire un véritable au revoir, je vais vous lire une petite phrase. Ça, c'est un grand classique. Donc, comme toujours, je récupère mon livre Pensée laconique. Voilà, un vrai livre en papier que vous pouvez récupérer sur Amazon, dans lequel il y a plus d'1 millier de phrases. De petites phrases. On va lancer les dés comme toujours. Ça va, j'ai pas oublié, ils sont là. Pendant un instant, j'ai cru les avoir oubliés. Donc je sors 3 dés. Que je lance. 455. J'ai l'impression qu'il y a souvent beaucoup de 4 et de 5. Du coup, j'ai peur de relire les mêmes phrases. Donc je vais vous lire la phrase 455. Si je la trouve. Voilà. Qui provient donc du livre Pensée laconique. La vérité est un mensonge qui nous plaît, que vous pouvez récupérer sur Amazon. Donc la phrase dit: le fanatisme commence là où s'arrête la réflexion. Je vous la relis et on en parlait un tout petit peu. Le fanatisme commence là où s'arrête la réflexion. C'est-à-dire que quoi que soient vos croyances, vous devez douter un tout petit peu. C'est-à-dire que il est dangereux. Je suis d'accord avec le fait d'admettre que quand des centaines de scientifiques se sont relayés à travers l'histoire pour émettre un jugement sur la matière et son contenu, donc les particules, évidemment qu'on sait qu'ils ont raison. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut douter de ça. Ce que je veux dire, c'est que il doit toujours y avoir une pointe de relativisme dans toute croyance. Je pense que c'est un danger d'avoir une certitude absolue dans ce que l'on croit. C'est un danger. C'est-à-dire qu'il faut... C'est un petit peu comme s'il fallait... C'est-à-dire que même les éléments qui sont avérés, il faut quand même les juger avec une espèce de second degré. Il ne faut pas se laisser enfermer dans une espèce de croyance absolue. Même si, attention, tout ne se vaut pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont établies, hein, comme je le dis parfois, si vous tombez par terre, vous allez avoir mal.
C'est une certitude, hein. Voilà. Donc il faut pas tout mettre sur le même piédestal. Il faut pas mettre la religion, par exemple, et la science. Pour moi, c'est pas la même valeur. D'accord. La religion, c'est une forme d'évasion en fait du réel, alors que la science, c'est une tentative de décrypter le réel. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc c'est deux choses très différentes. Mais il faut toujours avoir, je sais pas comment le dire. Je vais dire ça, ça va vous paraître étrange hein, comme conclusion, mais il faut garder de l'humour. Voilà. Soyez, gardez un peu d'humour pour quoi que ce soit. Ne soyez jamais trop sérieux sur ce que vous croyez. Ne défendez pas les choses en vous battant pour elles. Gardez un peu d'humour, un peu d'ironie, un peu de distance. C'est le spectacle d'Alexandre Astier, l'exoconférence, où à la fin, il se pose des questions sur l'infiniment grand, sur l'espace, donc sur l'infini. Et la conclusion, c'est qu'en fait, c'est pas bien grave de ne pas tout comprendre et que la seule chose qu'on peut faire à notre petit niveau, c'est du bruit. Et il finit en jouant un morceau de musique, ce qui est une fin un peu métaphysique et philosophique, intéressante, qui nous ramène à ce que nous sommes. Et c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que il faut pas se battre pour ce que l'on pense être juste. Il faut, enfin, être vrai. Parce que oui, ce qui est juste, il faut se battre pour ce qui est juste. Surtout quand le monde est injuste. Mais pour nos convictions, nos croyances, quand elles sont philosophiques, métaphysiques, religieuses, il faut pas, il faut pas, il faut pas les défendre comme si c'était des vérités absolues. Voilà. Les vérités, d'accord, mais l'absolu, il faut faire attention. Voilà. Bref, je vous souhaite un bon dimanche. Lisez un petit peu si vous en avez l'occasion. On se retrouvera. Je suppose que ça sera dans 2 semaines. Je dis je suppose parce que un moment j'ai eu envie de faire ma nouvelle objection la semaine qui arrive, mais ça serait un peu tôt. Mais je sais pas. Je me suis dit ça serait peut-être pas mal si je la faisais la semaine là qui arrive. Donc ça voudrait dire que le week-end prochain vous aurez une nouvelle objection. Mais j'hésite. J'hésite parce que logiquement je fais mes objections autour du 15, donc ça serait plutôt la semaine d'après. Donc on verra. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez une objection au mieux dimanche prochain. Au pire, le dimanche d'après. Voilà, donc dans 15 jours maximum, vous aurez une nouvelle objection. J'espère que vous serez toujours présent. Je vous rappelle que je suis sur Patreon. Voilà, pour ceux qui voudraient en entendre un peu plus, qui s'intéressent au podcast par exemple. Voilà, sur Patreon, il y a une myriade de mes podcasts qui sont disponibles. Hein, vous avez de quoi faire. Il doit y avoir des milliers d'heures, hein, quasiment, au point où on en est. Voilà. Donc, passez un bon dimanche, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Je reviens un instant, parce que je vois Soyam French qui vient de s'abonner à Prime, me dit et comme je suis carré, c'est du perfectionnisme, je veux dire le nom de toutes les personnes au staff. Donc voilà, je rajoute Soyam French au staff, je le remercie. Voilà, qui à toute fin comme ça vient d'apparaître sur le chat. Mais il a il a de la chance parce qu'il faut pas trop faire ça parce que sur le chat, vu que je suis plus devant mon bureau, il y a de fortes chances que vous passiez inaperçu. Voilà, parce que le chat défile relativement vite, ça dépend des moments. Donc voilà, il a pris le risque, mais voilà. Donc merci à toi, Soyam French. Voilà, merci pour ton soutien. Donc voilà, c'était juste une parenthèse sur nos adieux. Voilà, donc je vous redis au revoir. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et à très bientôt. Bye bye.